Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue pour l'émission Les Prolongations d'AS Football. Aujourd'hui, on se retrouve, mes amis, avec Mourad, avec notre ami Nando Chachalana. Tu vois, je l'ai bien dit aujourd'hui. Et avec notre invité, monsieur Nicolas Villas. Bonsoir, Nico. Hola viva, les amis. Aujourd'hui, les amis, on va parler avec monsieur Nicolas Villas. On va parler de tout. T'as vu, c'est autre chose qu'un fond vert derrière que là, voit sur la télé. C'est de l'authentique. Tu peux faire c'est de la vraie tomate, ça, mon pote. Tu peux montrer que c'est des vraies tomates, s'il te plaît. Ça bouge derrière. Montre-leur. Je déconnais pour Jackie et Michel tout à l'heure. C'était hors antenne, pardon. Non, mais... on l'embrasse, bien entendu. On les embrasse. D'ailleurs, ils ont un très bon community manager sur Twitter que j'embrasse. Des très bons films aussi. Voilà. Des très bons... Lando m'en a parlé tout à l'heure. C'était une autre histoire, ça. Bref. Ah, mais faut pas raconter ce qu'il a fait pendant sa semaine de vacances en Espagne. Allons-y, bref. Les gars, sans plus de détours, tout d'abord, je vais te laisser te présenter, faire une petite bio pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas. Ça, fallait pas que je révise, on m'a dit. Bonjour, je suis Nicolas Villas. C'était mon anniversaire, vous savez ça d'ailleurs, il y a 9 jours. Ouais, les gars, c'est ça, mon cul, il y en a pas un qui me l'a souhaité. Les gars, on a des bons anniversaires dans le chat, là. C'est ça. 37 ans, putain, ça passe. Hein. Et puis, voilà, j'ai une carte de presse. Donc, normalement, quand on a une carte de presse, on est journaliste. Ouais. Mais quoi qu'on n'est pas obligé d'avoir une carte de presse pour être journaliste. Sachez-le, ça, c'est important. Voilà, c'est pas une obligation. Et puis voilà, ça suffit ou tu veux que je te dise quoi encore ? Bon, tu peux raconter ce que tu as fait, ton petit parcours, pas facile. Moi, j'ai pas un parcours, linéaire. Comment te dire ? Je pense que je suis dans un secteur dans lequel j'avais rien à foutre à la base. S'il y a bien un secteur d'activité où il y a un vrai phénomène de reproduction sociale, je pense que c'est celui, on va dire, des professions, tu vois, un peu intello, parce que même si journaliste sportif, on a souvent la réputation d'être des sous-journalistes, mais moi, ma famille n'était pas du tout dans le milieu des médias, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai été le premier de ma famille à avoir eu le bac. Et c'était pas un bac à sable, je te vois venir, Nando. Tout de suite, pour la bétonnière, tout ça. Non, mais je te connais. Je les vois, tes tweets, tout ça. J'étais déjà en train de dégainer, je t'ai vu venir. Et et suite à ça, écoute, j'ai fait plein de trucs. Je me suis inscrit à la fac de Nanterre pour faire de l'éco parce que j'adorais ça. J'y suis pas allé. J'ai fait une école d'économie agricole parce que mon père est agriculteur. Et puis au final, j'ai fait un pari avec un pote, voilà, que j'embrasse, Charles Dodon. Et pour passer des concours dans une école de journalisme, ça faisait 2 ans que j'avais eu mon bac, je me cherchais un peu, et j'ai été pris dans plusieurs écoles, et puis c'est parti comme ça, des stages, etc. Et jusqu'à la consécration, la célébrité, tu vois, je suis obligé de me cacher dans les tomates, donc pour faire des chats tranquilles, voilà. Non, mais c'est un parcours. C'est beau. T'as vu, c'est une histoire de vie incroyable, ça mériterait un livre, c'est dingue. Non, mais c'est fou, que tu vois, genre que ça se fasse sur un pari, et quand on voit ce que tu as fait, on sait aussi que tu écris des livres, dans le dernier sur Mourinho, si je me trompe pas. Voilà. Qui en plus est en promotion, les amis, si vous voulez. Alors jusqu'à demain, après-demain, voilà, sur le site Exuvie, voilà, EXUVIE. Voilà pour le site. On ne dit jamais assez qu'il faut passer. C'est bien aussi de passer par le site des éditeurs. Parce que surtout quand c'est pas des gros éditeurs, merci, c'est aussi pas mal. Voilà, j'embrasse Fabien Moine qui est l'éditeur de cette toute petite maison d'édition. Mais tu as raison de le dire parce que c'est vraiment des artisans du livre pour le coup. C'est une petite maison d'édition et qui a pris un certain pari, un certain risque d'ailleurs en acceptant de faire ce Mourinho. Alors pas que le livre soit pas bon. J'ai bossé 3 ans dessus, il y a plus de 100 témoignages. Alors juste une petite parenthèse, mais pour que vous compreniez, c'est pas un énième livre sur Mourinho. J'ai voulu moi faire un livre de Mourinho en gros de sa naissance jusqu'à le Special One, jusqu'à Chelsea. Ce qui se passe après, il y a déjà plein de livres qui ont été écrits, mais avant, le joueur qu'il a été, l'éducateur, l'entraîneur adjoint, le gamin, le fils, le père, tout ça, voilà, ça c'était. Même moi qui le suis depuis ses débuts, j'ai appris plein de trucs à travers des mecs qui l'ont connu justement quand il était inconnu justement. Moi, j'aurais pas mal de questions après justement, tu vois, au sujet de ton bouquin, parce que c'était bien d'en parler, parce que je pense que j'ai un petit peu regardé, j'ai eu quelques échos, donc je t'en parlerai après. Et moi, j'avais une petite question sur ta carrière en général, en fait. Sur ta carrière en général, non, je l'ai vu, tu l'as très bien expliqué que tu as eu un parcours un peu atypique, ça s'est fait un peu sur un pari, histoire de partir dans le journalisme et tout ça. Et donc maintenant que tu y es, par exemple, sur ton dernier poste là actuel, c'était quoi ta journée type en fait?
ta journée type quand tu débarques à la rédac. C'est quoi ta journée type? Si tu veux, moi, je suis pas un bon exemple pour te donner une journée type pour une raison très simple, c'est que moi, j'ai pas de poste type et fixe. C'est-à-dire que moi, je pense avoir eu cette chance, c'est que tu le disais, bon, j'ai écrit des livres. Moi, j'ai commencé par la presse écrite, par une petite revue associative. J'ai fait de la radio ensuite où j'ai commenté des matchs. Très vite, j'ai basculé sur la télé. Une télé qui n'était pas très connue, qui était à Paris, mais où on me demandait de faire beaucoup de choses parce qu'on était peu nombreux. Ensuite, j'ai rebasculé. Non, c'était une chaîne qui s'appelait. Je me souviens même plus du nom de la chaîne. C'était une chaîne de langue portugaise, mais qui était sur Paris, à Cognac-Jay, voilà, et où j'avais signé mon premier CDI d'ailleurs à ce niveau-là. Et ensuite, j'ai rebasculé sur la presse où j'ai fait des piges. Alors, j'ai travaillé à France Foot notamment. J'écrivais beaucoup pour le site d'Eurosport aussi. Ensuite, le site de France Foot à nouveau. Et il y a eu la radio aussi. Alors, et en radio, moi, j'ai fait présentateur anchorman et intervenant, que ce soit dans l'After ou dans d'autres émissions. J'ai bossé à RFI, j'ai bossé à RTL aussi. RTL L'équipe notamment, qui était une radio numérique. Si tu veux, le truc, c'est que moi, j'ai touché à tout. Et même aujourd'hui, à RMC, tu as une vraie transversalité, notamment depuis le lancement de la Pay TV, puisque moi, je fais aussi bien de la radio, que j'écris pour le site, que je fais de la télé, où je commente et où je fais de la présentation. Donc, j'ai pas de journée type, moi. Mais après, te dire grosso modo, ça se passe comment? L'année dernière, où j'étais sur une quotidienne, j'arrivais, il était midi. On faisait notre conf, même avant d'ailleurs, on arrivait à 11h. On faisait la conf juste avant midi. On allait bouffer vite fait. Et puis après, on finissait à minuit, puisque l'émission se terminait à minuit moins le quart, un truc comme ça. Mais il n'y a pas de. En fait, si tu veux, c'est des métiers qui sont tellement différents les uns des autres, les supports sont tellement différents les uns des autres, ce qui est d'ailleurs un vrai enrichissement, que c'est difficile de dire ce que c'est une journée type. Ce que je peux te dire en revanche, c'est que ça n'existe pas. Par exemple, on me demandait à moi comment je bosse quand je présente une émission en radio. Un mec qui va faire le même boulot que moi, il va pas du tout avoir la même façon de bosser. Moi, j'aime bien arriver super tôt, préparer, appeler les correspondants, appeler les mecs et tout, savoir ce qu'on va faire, en parler avec le producteur et tout. Il y en a d'autres, ils arrivent à 1 heure de l'émission et ils déroulent, quoi. Moi, je peux pas. J'ai besoin de bosser mes trucs avant, en fait. D'accord. Donc tu as besoin de te préparer, donc bon, c'est pas tout le monde du coup qui arrive plutôt sur les coups de midi pour faire une émission. Mais non, mais il y a des mecs. Non, mais je veux dire, je le dis sans critique aucune, mais tu as des mecs qui se pointent à 5 minutes d'une émission sans avoir forcément bossé et qui finalement font le taf, quoi. Mais chacun a sa façon de travailler, si tu veux. Voilà, on est tous. C'est très personnel finalement. Moi, j'ai même connu des mecs qui commentaient des magazines. Sur des sports complètement ouf pour moi parce que je les suis pas. Les mecs, ils arrivaient, ils avaient un script dans les mains, ils le lisaient quasiment en direct, en un trait, c'était fait. Moi, je me disais, putain, mais les mecs, pour moi, c'est de l'escroquerie quelque part parce que ça veut dire que t'as pas bossé ton truc, mais quelque part, c'est du génie aussi parce que tu déroules et tu fais le taf, quoi. Ouais, parce qu'ils arrivent à être malgré tout être performants et à pas avoir forcément une grosse préparation. D'accord. Non, mais c'est bien, il y a de voir les différentes manières et puis un peu l'envers du décor. Parce que du coup, je suppose que vu les années que tu le fais, tu es toujours passionné par ton métier, tous les jours, c'est un kiff. Alors, moi, je vais te dire, je suis passionné par. Moi, j'ai fait ce métier par passion du foot à la base. Il y a une chose, moi, que je trouve assez, difficile à comprendre. Tu vois, malgré. Alors, je vais parler comme un vieux con, mais c'est vrai que mine de, j'approche de la quarantaine. Putain, là, ça fait 9 jours, là, c'est terrible. c'est contre-coup, là. Mais c'est vrai qu'il y a un truc. Moi, j'ai fait ce taf-là, d'abord par passion pour le foot. Moi, je n'avais pas des posters de journalistes sportifs dans ma chambre quand j'étais gamin. Et alors, je ne suis pas en train de te dire qu'aujourd'hui encore, j'ai la même. Admiration, je vais avoir des posters de mecs que je vais voir ou quoi. Il y a des gens envers qui j'ai une vraie admiration, mais c'est plus du domaine de l'humain aujourd'hui que du domaine quasiment. Ça peut être aussi un respect vis-à-vis de ce qu'ils réalisent au niveau sur le terrain, un entraîneur, un joueur, etc. Mais c'est différent. En revanche, là où parfois j'ai du mal à comprendre, c'est je trouve qu'aujourd'hui on manque beaucoup d'humanité dans ce qu'on fait. Il y a une phrase, moi, qui m'a profondément marqué, qui est très dans l'actualité. C'est Nathalie Bois de la Tour qui a fait cette interview dans l'équipe où elle dit en fait, faire preuve de bienveillance, c'est pas un signe de faiblesse. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il faut sortir la mitraillette, dégommer tout le monde pour exister et pour être crédible médiatiquement. Et moi, je pense que donner la parole aux gens, et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire notamment à travers mes livres, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail aussi, donner la parole à des gens qui me semblent légitimes pour parler de certains sujets, c'est bien. Il peut y avoir de la critique, ouais, mais c'est pas parce que t'es pas forcément à sortir la sulfateuse que t'es pas légitime ou t'es pas dans ton rôle non plus. Il faut un petit peu de tout si tu veux. Mais pour répondre à ta question, moi je kiffe toujours autant parce que je pense que justement je suis pas tombé dans l'amertume par rapport à ça. Moi j'aime toujours le foot, même si je trouve que le foot prend un virage niveau business et tout. Enfin, on est dans un espèce de système libéral sauvage, extrême, dérégulé
En fait, les clubs de foot n'existent plus. Voilà, c'est des sociétés qui obéissent à aucune règle quasiment. Mais ça, c'est un autre débat. Mais moi, ce que je fais, j'aime bien sûr. Parce que du coup, tu l'as vécu comment un peu le changement du poste, du travail de journaliste quand tu as commencé et aujourd'hui? Donc c'est vraiment. Je sais pas si. Vas-y. C'était une question que je voulais te poser, qui rejoint un peu celle de Leandro, en fait. Quand tu vois un peu, tu parlais tout à l'heure du métier de journaliste, donc à partir de 51% de tes revenus, donc tu peux avoir la carte de presse. Ça, les gens aussi ne le savent pas forcément tous, mais c'est une des bases. Comment tu vois un peu cette presse un peu mainstream qui existe depuis longtemps et l'avènement sur les réseaux sociaux de certaines personnes qui peuvent communiquer et informer également les supporters? Il y en a certains qui voient ça comme une défiance. Moi, je vois ça plus comme un travail qui peut être fait en synergie. Donc, un peu le côté old school à l'époque. J'ai ma carte de presse. Ça peut être de la presse écrite ou ça peut être même du numérique. Et l'avènement des réseaux sociaux, comment toi, tu vois ces deux mondes? En fait, ta question est intéressante parce que c'est vrai que, en fait, moi, je constate, ne serait-ce que sur les 10 dernières années, que tu as une vraie évolution qui est liée à ça. C'est-à-dire que même d'ailleurs, les acteurs eux-mêmes du milieu du foot, à savoir les joueurs et les entraîneurs, y compris les clubs d'ailleurs, qui verrouillent pas mal leur communication, utilisent les réseaux sociaux comme un moyen de communication. C'est-à-dire qu'auparavant, quand tu voulais diffuser un message, tu balançais un communiqué de presse, mais tu avais besoin de la presse pour ça, justement, pour le faire. Aujourd'hui, tu peux le faire à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça, déjà, j'ai failli tomber le téléphone. Ça, déjà, si tu veux, finalement, ça rajoute une distance supplémentaire entre la profession des journalistes et les acteurs eux-mêmes. Et en revanche, ce que tu dis sur les réseaux sociaux, c'est intéressant. Alors, en fait, si tu veux, le problème des réseaux sociaux, c'est que tu as tout. Tu as des mecs qui ont des vraies infos, tu as des mecs qui balancent des fake news, tu as des mecs qui balancent des trucs qui ne sont pas forcément vérifiés. En revanche, moi, il y a un truc que je trouve un peu hypocrite finalement parfois, c'est que tu as des mecs, des journalistes qui vont se plaindre des gars sur les réseaux sociaux et disent que c'est de la merde ou quoi, mais ils passent leur temps dessus. Donc il y a un moment, si tu veux, si c'est de la merde tant que ça, bah n'y va pas alors. Sois cohérent. Ne dis pas que les mecs sur les réseaux sociaux sont tous des cons si tu passes ton temps à être dessus, à leur répondre ou quoi que ce soit. Et puis c'est pas parce que tu es journaliste que tu dis pas des conneries. C'est pas parce que tu es journaliste que tu te fais pas parfois manipuler dans l'information. Et notamment dans le football. C'est des choses qui arrivent fréquemment. Un agent t'appelle, il dit tiens, en fait, mon joueur il va là-bas, mais surtout ne me cite pas. Vous savez, il y a un truc qu'il faut vous dire aussi, hein, les gens qui nous regardaient et nous écoutaient. Quand on balance une info et que derrière ça se fait pas. Alors déjà, souvent, il faut bien lire l'information. Si c'est du conditionnel, c'est que c'est du conditionnel. Si dans l'article, parfois c'est vrai, le titre va être vendeur, mais c'est pas nous qui le choisissons toujours, ça correspond pas forcément à ce qu'il y a dans l'article. Il faut bien tout lire, mais il faut vous dire un truc. Ça n'amuse aucun journaliste de balancer une info qui va pas se vérifier derrière. On a autre chose à foutre que de passer pour des cons avec des infos qui sont pas vérifiées. En fait, c'est une phrase à la con, moi j'aime pas ça, mais la vérité d'aujourd'hui est pas forcément celle de demain. Et alors au niveau du foot et du mercato, parce que c'est surtout souvent ça dont il est question. Après, c'est valable pour tout. Pardon. Vas-y, Nando, pardon. Ok. Non. Ce que je disais, ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Si tu veux, il faut toujours, en fait, c'est ça qui est énervant. Alors, nous, on n'a pas la même, à un autre niveau, mais on a un autre niveau d'audience. Mais tu vois, il faut savoir remettre dans le contexte quand tu as parlé à un moment, moi, ce qui me fait halluciner, bon, moi, ça va, je me plains pas trop, j'ai pas trop de gens qui viennent me pourrir mais des fois, tu vas dire un truc qui est vrai à l'instant T. Voilà, et on va te le rebalancer à la gueule. Mais des fois, 2 ans plus tard, on va te dire, t'as dit ça. Ok, mais si tu veux, dans le contexte, c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'il faudrait contextualiser l'info. Alors après, tu as, c'est sûr. Alors dans le mercato, alors ça c'est sûr. Hein, tu vas dire même le gars, il est sûr de partir et t'as l'info, elle est sûre. À 23h59 et à 2h du matin, il est ailleurs, tu vois. Ouais. Et ça, tu peux rien. Mais après, pour plein de choses. Moi, et il y a aussi des trucs, tu vois. Moi, les seules fois où j'ai déjà repris quelques mecs. Ce que moi, je n'aime pas, c'est quand on tire une conclusion, par exemple, sur, je ne dirai pas de nom de personne, mais il y a des gars qui sont capables de te balancer une vérité sur un gamin de 18-20 ans, et ils arrivent, ils vont te dire ah lui, c'est une merde, il fera rien. Et ça, quand 3-4 ans plus tard, le gars, il fait boum, ça, j'aime bien le replacer dans les dents parce que tu vois, je trouve que
c'est pas la même démarche entre dire un ressenti à un moment donné ou une analyse de match qui est vrai, et le mec après, il peut être nul une fois et très très fort la fois d'après. Mais entre... Non, mais Nando, vous parliez du mercato, excuse-moi de te couper, vous parliez du mercato par exemple tout à l'heure. Mais c'est simple, si on fait un test ce soir, on prend n'importe quelle page, c'est un gros business, on va pas se mentir. On va se dire la vérité, le business du mercato, c'est un business qui fait vendre du papier, du numérique et qui donne de la visibilité à certains comptes sur Twitter. On prend les 10 prochaines infos mercato d'un compte mercato, donc Nicolas, Nando et Leandro, on les note sur un papier. Les 10 prochaines, on se donne rendez-vous dans un an. 90% sont fausses. Non, c'est pas forcément. Non, mais c'est pas. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Fausse ou alors à l'instant T, ça évolue parce que par exemple, tu peux avoir une info qu'il y a eu un dîner entre, je sais pas, j'ai une connerie, entre Neymar et les dirigeants de Barcelone. Donc toi, tu as l'info, elle est réelle. Ce soir, il y a un dîner. Ça va tomber à l'eau dans 2 semaines. Est-ce que ton info de ce soir, c'était une fake news ou pas? Non. Bah oui, c'est ce qu'on disait. Et ça, les choses évoluent. Mais si tu veux, moi, il y a juste une chose pour en venir. Juste une chose pour en venir, parce que ta question, elle posait aussi là-dessus. Mais en fait, si tu veux, le truc qui devient hyper relou finalement dans tout ça, parce que tu l'as dit, c'est que le mercato est excessivement vendeur. Ça fait vendre du papier, ça fait surtout vendre du clic. En fait, le truc qui est vraiment insupportable et complètement ridicule, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de joueurs et d'infos pour tout le monde et que les mecs ils passent leur temps à se piquer, ressucer les infos et c'est moi le premier, c'est moi qui est la plus grosse et c'est moi qui l'ai dit d'abord. Ça déjà, moi ça c'est un truc que moi je fais souvent des tweets très ironiques par rapport à ça parce que je trouve que les gars, il y a des infos pour tout le monde, c'est pas grave, il l'a eu avant toi, tu en auras une autre. Alors après, à la décharge souvent des gars, c'est qu'il y a une vraie pression aussi par rapport à ça parce que justement il faut vendre, etc. Mais si tu veux, tu as un phénomène qui finalement est très, là aussi, très économique et très mercantile, c'est qu'il y a une multiplication des comptes, il y a une multiplication des supports et des canaux, et les réseaux sociaux viennent rajouter de la concurrence, et qui dit concurrence, dit justement le fait qu'il faut être le premier à le faire. Et alors ça veut dire quoi? Que tu vas balancer des infos qui ne sont pas forcément vérifiées, pour en revenir à ce que tu disais à l'instant, et surtout pour en revenir à ce que tu disais toi, Nando, il y a quelques instants également, c'est que tu vas avoir des analyses à chaud, avec des conclusions qui sont très souvent hâtives. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans la culture de l'instant et du moment. Et c'est ce que tu disais, Nando, tout à l'heure. C'est pas valable que pour le foot. Les chaînes d'infos fonctionnent comme ça. Tout fonctionne comme ça. Demain, il va y avoir que ce soit une information qui soit triste ou pas, mais enfin, souvent, il faut des choses quand même qui soient graves pour faire réagir. Moi, je me souviens des analyses qu'on a pu avoir, ne serait-ce que là, pendant le confinement sur le Covid. Tu as quand même eu des spécialistes qui sont venus te dire il ne faut pas mettre de masque, ça ne sert à rien. Et 15 jours après, qui viennent te dire les gars, il ne faut surtout pas sortir sans masque. Et en fait, tu te dis mais en fait, on est vraiment des cons, quoi. Et c'est un peu ça. Est-ce que le fin mot de l'histoire, c'est est-ce que la vérité n'est pas. La vraie vérité, elle fait pas vendre. Je vais te dire un exemple. Par exemple, moi, je survole un peu l'actualité du Paris Saint-Germain. Les supporters, pour vendre certains comptes, vendent une factory à feu et à sang, où la direction, où Leonardo est en guerre avec lui, c'est le torchon brûle. Je dis souvent aux supporters, des fois, il ne se passe rien. Pour avoir quelques échanges avec des gars du club, des fois, il y a des jours, tu le sais peut-être mieux que moi, où il ne se passe rien. Mais si je vais tweeter, bonjour à tous, amis supporters, aujourd'hui à la factory, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Personne ne va cliquer, ça va intéresser personne. Non, mais j'allais dire la normalité et le bonheur finalement, non, c'est pas forcément. Alors le bonheur, ça dépend, sauf si c'est une victoire en finale de Coupe du Monde. Là, oui, ça peut effectivement être vendeur. Mais après, faut comparer. Ça pousse pas les gens à en rajouter un peu? Bah si, forcément. Et puis après, alors ça pousse à rajouter. Pourquoi? Parce qu'il suffit que tu aies une information qui sorte. Toi, tu vas être parce que c'est aussi ta mission, c'est de vouloir vérifier, recouper et avoir ta version. Et puis après, les versions parfois aussi peuvent parfois pouvoir tu vas en avoir une, tu vas avoir celle d'en face, et puis tu vas avoir un feuilleton qui va naître aussi comme ça. Mais bon, après, c'est bien sûr que ça fait partie finalement de la machine et de la chose entre guillemets. Mais ça veut pas dire pour autant que ce que tu vas lire, que ce soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou dans les médias, on va dire un peu plus traditionnels, c'est forcément faux, pour en venir à ce qu'on disait initialement. Mais effectivement, oui, mais si tu veux, c'est ça qui finalement est chiant, c'est que, encore une fois, il y a suffisamment de clubs, de joueurs, etc., pour pouvoir faire des informations qui sont intéressantes. Alors après, ça c'est encore un autre débat, mais moi j'aime beaucoup les papiers de fond, le travail d'investigation, mais il faut dire ce qu'il y a, les gars. Est-ce que ça plaît? Non, c'est pas que ça plaît pas, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pas que ça plaît pas. C'est un vrai papier. Tu prends une chaîne comme Arte. Arte, le meilleur reportage que j'ai vu, c'était sur Arte. Et quand tu en parles aux gens, ils te disent c'est nul. Non, mais c'est pas. C'est nul. Alors ils je vais sont te dire. sur de la télé-réalité. Non, mais en fin de compte, on leur donne ce qu'ils veulent en fait.
Non, alors je pense que c'est plus complexe que ça. C'est qu'un documentaire sur Arte, il va te coûter beaucoup plus cher, il va être beaucoup plus long à produire qu'une télé-réalité. Et au fait, dans le football, parce que c'est de ça dont on parle à la base, bah, c'est exactement pareil. Tu veux faire une enquête sur, je te parle de choses que j'ai faites, la religion dans le football ou le racisme, bah, moi, ça m'a pris 3 ans et demi et 50 taf. Je connais aucun employeur que je vais aller voir et que je vais voir et je vais dire, je te demande d'aller, ne serait-ce que 3 mois pour le faire. Ils vont me dire, les gars, nous, on a des matchs à commenter, on a des trucs, mais après tout, moi, j'ai signé dans une boîte, j'ai un CDI dans une boîte où j'ai signé pour ça. Donc, tu vois, je vais pas non plus faire le gars, ah bah non, vous me laissez pas faire de l'investigation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de support qui te permet de le faire. Si, alors, tu vois, moi, je vois Mediapart avec Michael Correa, ils s'y mettent. Voilà, il fait une série d'épisodes sur des papiers sur la géopolitique, l'histoire du football. Voilà, il a écrit un très bon livre d'ailleurs sur l'histoire populaire du football, qui est très très bon. Mais il faut vraiment que tu trouves le support qui te laisse la possibilité de le faire, le temps, et ça, c'est très très rare. Est-ce que tu Ça penses pas devient que très compliqué. l'avènement de Netflix, Amazon, tout ça, après je vais demander l'avis à Nando et à Leandro, là on parle beaucoup On s'en fout de Nando et diffusion de Nando. matchs. Là. C'est moi la Rosta, il est sérieux lui? La diffusion de matchs sur Amazon, de reportages sur Netflix, est-ce que ce serait pas une possibilité pour ces fameux reportages qui n'ont pas assez de visibilité de se mettre en avant? Bah, je sais pas, en tout cas, j'ai vu l'info là aujourd'hui. Là. Vous avez vu que Téléfoot, apparemment, ils veulent se maquiller avec. Tu sais quoi, moi, alors, je vous le dis, hein, je suis très très curieux de voir ce que ça va être. Ouais, mais ouais. je dis ça, mais dans le sens. Bon, moi, moi, Netflix, je bouffe le truc. Hein, c'est-à-dire, non, mais je les ai tous faits, notamment les trucs de sport. Même les sports que. Moi, la F1, par exemple, je déteste. Depuis que j'ai regardé... Elle est incroyable. Depuis que j'ai regardé Formula 1, je regarde les résultats et tout. C'est genre, je me dis, putain, non, mais c'est incroyable. Non, mais vraiment, allez tous regarder cette série, elle est incroyable. Il y a 2 saisons, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et ouais, mais c'est vrai, tu as raison. Mais encore une fois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les habitudes de consommation, parce que c'est ce qu'on est et c'est ce que les gens qui nous regardent et qui s'abonnent, etc., ce sont des consommateurs. Elles ont changé. Aujourd'hui, tu regardes plus. Je pense même que demain, on ne consommera plus les matchs de foot comme aujourd'hui. Ce sera plus forcément du direct en intégralité. Tu seras sur ton téléphone, ce qui existe déjà aujourd'hui. Je veux voir telle action à tel moment. Et voilà. Si j'entends bien, tu nous le dis, hein, Nando. Ce sera telle action à tel moment. Ouais, c'est ça, ouais. Ma gueule, lui. La prochaine fois, je me casse, hein, ça va. Moi. Une piscine, non. Non, mais les habitudes changent, effectivement. Mais ouais, c'est intéressant, effectivement, de voir Pour le cinéma, je sais que ça a changé. Avant, c'était le cinéma resto. C'est devenu un Netflix Deliveroo. L'expérience a complètement changé. Toi, comment tu vois les choses pour le foot dans 10 ans? Comment ce sera une expérience foot? Tu sais quoi, si on m'avait dit il y a 10 ans, tu serais à 21h sur un téléphone à l'horizontale, avec 3 connards. Avec 3 connards et des tomates en train de parler de ta carrière, j'aurais dit on arrête. Hein. Tu peux pas, franchement, ça va tellement vite. Il n'y a plus de saison. Hein. Qui c'est qui paye? C'est le contribuable, hein, de toute façon. Donc, c'est de l'analyse, les mecs. Non, mais c'est beau, la manière que tu as et la manière dont tu parles. Bah, d'ailleurs, tout le monde est très content. Dans le chat, on a un message de notre si vous n'êtes pas content, j'en ai rien à foutre, hein, de toute façon. Hein, donc, un message de notre ami l'interiste qui n'est pas aujourd'hui là avec nous, mais qui du coup dit salut Nico. Salut à toi, Sofiane. Le transfert de Malcolm à la Roma n'est-il pas un bel exemple de ce que tu nous dis sur les infos? PS, belle barbe. Ouais, elle est belle. Hein. On s'en fout au final de Malcolm. Ouais. La barbe est belle en tout cas. Non, mais tu vois, le cas Malcolm, c'est un peu ce qui est arrivé. Tu vois, il était Roma, et il y a eu tout. Et dernier moment, changement de programme, tu vois. Ouais, mais après, on sait. Le problème, c'est. Enfin, moi, je me souviens, il y avait eu un truc il y a 1 an. C'était quel joueur déjà, putain, qui devait signer à Chadas, là, le joueur de Braga qui devait signer à Monaco. Le mec, il passe sa visite médicale, c'est fait, tout est bon, ok. Et ils disent, attends là, ton métatarsien là, il y a un problème. Bah voilà, et en fait, le gamin ne signe pas. Les mecs parle pas du métatarsien devant Mourad là, c'est pas bon pour. Ça lui fait penser à Neymar. Tremble un peu, il y a un match le 12 août. Écoute, ok, on parle pas de métatarse. Donc il s'est cassé un os du pied. Ouais, il s'est cassé un os du pied, comme un joueur brésilien du PSG. Et du coup, et au final, les mecs qui avaient sorti l'info se sont fait défoncer. Et en fait, Chadas, il l'a expliqué 3 mois après. Il a dit, bah ouais, au moment où j'ai passé ma visite médicale, ils ont détecté un problème et ça s'est pas fait. Mais tu vois, c'est pour ça, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses qui peuvent se produire. Ceux qui ont dit que c'était une fake news ont eu faux. C'était pas une fake news. Exactement. Mais le problème, c'est qu'on va se souvenir de ça. Tu vois. Voilà. Du côté fake news, ouais. Bah, je t'en prie, Nando. Je vois que. Ouais. Pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure par rapport
au travail d'investigation que tu aimes bien faire. Moi, je me rappelle, j'avais bien aimé Dieu Football Club. Je crois que tu avais fait plus de 100 témoignages dedans. Ouais. Et là, dans le nouveau que tu fais sur Mourinho, donc sur celui-ci, tu en as recueilli combien de témoignages? Je crois qu'il y en a 110, un truc comme ça aussi. Ah ouais, aussi? Ouais. En fait, si tu veux... Tu bosses plus vite, en fait. C'est ça, le truc. Tu quoi? Tu bosses plus vite qu'avant ou tu as plus le temps ou quoi? Non, alors je l'ai fait. Non, c'est vrai que celui-là, je l'ai fait de façon plus rapprochée, plus intense, mais pour plein de raisons. Parce que, en fait, moi, il y a des infos que j'ai dû recouper avec l'intéressé, avec le José. Alors, il n'y a pas d'interview de lui dedans, mais en le lisant, vous comprendrez qu'il y a des choses qui sont dites de façon non pas supposée, mais affirmée, et de façon très affirmative. Et il y a des mecs, en fait, il y a des gars qui sont compliqués à toucher, donc il faut que tu en profites tant qu'ils sont dispo. Lui, il était sans club, donc c'était le moment de le faire. Enfin bref, c'est pas une biographie autorisée, hein, pas du tout. Hein. D'ailleurs, il y a des trucs qu'il a pas kiffé, je vous le dis, je l'ai eu après. Pas méchant, tu vois, mais il a dit ouais, putain, pourquoi lui tu l'as eu? Bah parce que c'est mon envie. Donc voilà. Mais voilà. Enfin bref. Ouais, en fait, si tu veux, comme je vous le disais, comme c'est surtout sa période pré-Special One, donc notamment son enfance, etc. Il y a une personne qui a été très très importante dans sa vie, c'est son papa. Alors pas seulement du fait que ce soit son procréateur, mais surtout parce que c'est lui qui lui a donné le goût de devenir entraîneur. Quand il était ado, il faisait déjà des rapports sur les adversaires des équipes de son père, etc. Et en fait, j'ai eu aussi des joueurs qui ont été entraînés par son père et qui racontent qui était José, l'ado et le gamin, qui venait voir son père entraîner les équipes le week-end. Donc c'est une multiplication d'anecdotes, hein. Il y en a des dizaines. Justement, j'ai entendu parler d'un truc, tu vas me confirmer, alors sauf si, enfin, on veut pas spoiler. Hein, vas-y. Mais non, mais j'en ai entendu parler, mais avant ton bouquin, a priori, le père de Mourinho, c'était l'antithèse du Mourinho qu'on a, en tout cas devant les médias, c'est-à-dire un mec, tu sais, plutôt très posé, très gentil, tout ça. C'est plus la maman qui portait le pantalon qui était péchu. Est-ce que c'est vrai ça déjà, et qu'en fait il s'est un peu bâti sur ça pour être, en gros, pour pas qu'il pensait en fait, comment te dire, que son père aurait pu faire autre chose s'il avait été plus méchant, en gros. Ouais, alors c'est très intéressant parce que il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Alors c'est un peu schématique et caricatural de cette façon, mais c'est vrai que alors il y a un truc qui est assez fort. Alors le papa de Mourinho est décédé il y a quelques années, mais il n'y a pas un mec qui dit du mal de lui. Mais c'est vrai alors c'était un spécialiste des montées, c'est-à-dire qu'il a pris plein de clubs en D2 et D3 qui faisaient monter dans la division supérieure et souvent d'ailleurs d'une année sur l'autre. En revanche, son père s'est souvent fait virer des clubs où il était, parce qu'il n'était pas dans le copinage, parce qu'il était trop gentil. Et énormément d'anciens joueurs à lui le disent. Il était effectivement trop gentil. Et Mourinho lui a même dit, quand il était ado, tu mériterais d'entraîner des grands clubs parce que regarde, tu prends des équipes bidons et tu arrives à les faire monter ou à les maintenir, etc. Et on ne te donne jamais ta chance et au contraire, tu te fais dégager à coups de pied au cul. Et d'ailleurs, sa mère, donc la femme du père de Mourinho, forcément, c'est sa mère, elle disait des fois même à son mari, moi je veux pas que notre fils il devienne entraîneur parce que quand je vois la vie que tu mènes, voilà, tu es obligé de changer de club tous les 6 mois parce que tu te fais virer, tu es trop gentil, etc. Moi je veux pas qu'il soit footballeur, c'était même pas entraîneur, ni entraîneur parce que la vie qu'on mène, on change tout le temps de ville, etc. Et donc elle a beaucoup poussé, elle est instite, elle a beaucoup poussé son fils à faire des études et au final Mourinho il a été même inscrit d'ailleurs à des cours d'économie et il devait y aller en costard cravate et il a fait une semaine, il est allé voir sa mère, il a dit maman je peux pas, moi il faut que j'ai des baskets aux pieds, il faut que j'aille à la fac faire l'ISEF qui est l'université. Vous savez qu'au Portugal beaucoup d'entraîneurs ont une formation universitaire. Mourinho a été l'un de ceux qui a légitimé ces gars-là et voilà, mais ce que tu dis est très vrai effectivement. Mourinho a certainement et il le dit, il a même raconté d'ailleurs que quand il avait une vingtaine d'années, son père entraînait Rio Ave et il s'est fait virer le jour de Noël. Donc ils étaient tous à tablé, et son père reçoit un coup de fil, et c'est le président du club qui l'appelle pour lui dire qu'il est démis de ses fonctions. Et Mourinho dit, il en a parlé il y a une petite dizaine d'années, il a dit « Aujourd'hui encore, j'ai le souvenir de ce jour-là ». Et en gros, ce qui veut dire, entre les lignes, moi jamais ça m'arrivera ce genre de truc. Alors ça lui arrivera d'ailleurs à Chelsea, mais bon, il prendra un autre chèque et il aura déjà fait sa vie. Mais c'est des choses effectivement qui l'ont beaucoup marqué. Ouais. Et oui, parce que le père, je suppose, les salaires au Portugal dans les années 70, 80. Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, même en D1. Hein, tu sais, alors, on parlait du confinement. Il faut savoir qu'au Portugal, le confinement, donc le chômage partiel, c'était 1 000 € brut, 1 100 € brut par mois. Il y a un club de Liga, le Belenenses SAD,
ils ont mis les joueurs au chômage partiel, les mecs, ils ont pris 1000 balles par mois. Sachant qu'habituellement, tu as des mecs qui tournent à 4-5 000, ce qui est pas mal, hein, mais ils ont pas ça jusqu'à la fin de leur jour, les mecs, hein, si tu veux. Donc, Et on reparlera pas de ce qui s'est passé avec Aves. oui, il y a les clubs qui payent pas, ça c'est encore mieux. Mais le Portugal a cette schizophrénie c'est un club où les socios peuvent élire leur président, mais où il y a le club et l'association sportive, la Société Anonyme Sportive, qui n'est pas forcément liée au club, c'est ce qui s'est passé derrière au Belenenses. Et tu vois les sociétés anonymes sportives qui sont rachetées par des investisseurs étrangers, qui arrivent avec plein de promesses, mais comme il n'y a pas de DNCG au Portugal, les mecs ils arrivent, ils se barrent du jour au lendemain et le club disparaît. Voilà, il y a plein de grands clubs qui ont complètement disparu de la circulation du jour au lendemain à cause de ça. Et ils ont gagné la Coupe du Portugal il y a 2 ans. Contre le Sporting. Pardon. Vas-y, je t'en prie, Mourad. Ouais, c'est un pays où on voit une vraie culture foot, et ça m'amène à la question que je voulais te poser. Je dis souvent, moi, sur mon compte Twitter, qu'en France, on a très peu de culture foot. J'en veux à certains clubs qui n'ont pas pu investir, ou à d'autres qui se déplacent pour viser des matchs nuls, à d'autres qui ont une culture de la boucherie. Hein. Je ne te parle pas forcément du match Saint-Étienne-Paris Saint-Germain. Oh bah non. Mais, il est reparti, putain. Non, mais globalement du sujet. Non, mais on va revenir au sujet de la culture foot. C'est important pour moi. Je voulais vraiment ton avis sur ça. Tu sais, quand tu recrutes un joueur comme Neymar qui propose du spectacle, c'est des joueurs qui font vibrer que ce soit des favelas de Rio jusqu'aux cités de France, en passant par des bidonvilles en Afrique, tu vois. Je sais pas toi comment tu as grandi, mais tout ce qui est passement de jambes, sombrero, ça, c'est des trucs qui font vibrer les gens. Et chez nous, en France, c'est limite, tu vois, ça devient problématique. Là, tu organises ta finale de coupe, les gens ils t'expliquent qu'il va devoir modifier l'horaire parce que tu comprends, Nicolas, il faut favoriser Fort Boyard. Nous, on a gagné 2 Coupes du Monde en France. On a eu des joueurs comme même Nice qui arrivent à avoir des joueurs comme Schneider, comme Balotelli. On a Neymar et Mbappé au Paris Saint-Germain, mais également d'autres clubs qui ont réussi à faire des bons coups. Tu as la France qui gagne 2 Coupes du Monde. On était sur une hype. On aurait pu faire un truc, tu sais, ne plus être ce pays, parce qu'on nous critique, on dit que la Ligue 1 c'est nul, il y avait vraiment une carte à jouer. Qu'est-ce que tu penses que lors des prochaines années, on pourrait faire pour qu'on soit enfin un pays. Alors, je ne te parlerai pas on a un seul quotidien sportif national, c'est encore autre chose, mais quelles sont pour toi les pistes pour améliorer ça et pour faire en sorte que dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, on ne soit pas au niveau de l'Espagne et de l'Angleterre, de la Première Ligue, bien sûr, parce qu'on en est loin, mais pour rattraper un peu le retard. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu suggères comme idée? Déjà, moi qui suis un passionné du foot gauche, etc., je suis un passionné, mais j'ai aussi les yeux grands ouverts, et depuis de nombreuses années déjà, sur ce qui est bien, mais surtout sur ce qui ne va pas. Et crois-moi, aujourd'hui au Portugal, il y a plus de choses qui ne vont pas plutôt que de choses qui vont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que parce que Cristiano Ronaldo est champion d'Europe et qu'il y a 2-3 clubs qui vont bien, alors que tous les autres crèvent la gueule ouverte et tout le monde s'en tape royalement, et on parlait tout à l'heure des problèmes de paiement qui existent, etc. Je ne te parle pas des magouilles qui peuvent exister au sein des clubs, au sein des instances, la façon dont se passent les élections dans certains clubs, dans certaines instances là aussi. Crois-moi, pour moi, le Portugal est un pays qui a une culture foot, oui, mais qui a surtout et beaucoup trop une culture club. Et d'ailleurs, ça a été le cas jusqu'à il y a quelques années et un championnat d'Europe. Le Portugal était un club qui avait énormément de Coupes d'Europe au niveau des clubs, mais qui avait zéro victoire avec sa sélection. Et d'ailleurs, ça a été un tel point que jusque dans les années 90, jusqu'à, on va dire, fin des années 90, 95, 96 à peu près, l'équipe du Portugal était une équipe qui était vérolée par le clubisme. Les joueurs du Benfica, de Porto et du Sporting ne se parlaient pas. Ils étaient chacun à une table différente. On a l'inverse, en fait. En France, on a des trophées au niveau national, mais on a moins. Je te dis que la vérité, je te dis qu'au fait, si tu veux, il n'y a pas de modèle parfait et que finalement, il y a des choses bien et pas bien. Partout, quoi. Et au Portugal, tu sais, en fait, si tu veux, et c'est pour ça que je te dis que c'est plus une culture club et clubisme qu'une culture foot parfois, c'est que Jorge Jesus revient au Benfica. Alors, c'est un événement, certes, mais gars, ça va te faire l'ouverture du JT pendant une semaine. Il y a le Covid, il y a le machin, ils s'en tapent les reins, les mecs. Jorge Jesus revient au Benfica. Mais c'est, en fait, si tu veux, Quaresma, demain, il revient à Porto, ça va être pareil. Alors, c'est des choses, bien sûr que c'est un événement, bien sûr que ça intéresse les gens, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu sais pourquoi et comment le football est devenu aussi important au Portugal, notamment sous la dictature. Et attention, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Salazar n'était pas benfiquiste, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Il n'était pas sportingiste non plus, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Il détestait le football. Sauf qu'il a un truc qu'il avait bien compris, c'est que c'était un moyen parfait pour aliéner les masses. Et que
le manque aujourd'hui de culture démocratique qui peut exister, y compris au sein des clubs aujourd'hui au Portugal et dans les instances, ça, et d'ailleurs même au niveau des élections tout court au Portugal, ce sont des habitudes qui ont du mal à être perdues. Le Portugal est un pays qui a mis fin à la dictature en 1974. Il n'y a que 2 élections présidentielles qui se sont jouées au second tour depuis. Vous vous rendez compte? C'est un pays qui a adhéré à l'Europe dans les années 80. Enfin, il y a des habitudes. Et comme le foot et la politique sont très mêlés, vous allez me dire ça n'a rien à voir. Si, justement, c'est lié. Mais pour en revenir à ce que tu disais initialement, si tu veux, moi, il y a des choses que je trouve qui me font vraiment flipper au Portugal, je t'assure, au niveau de la violence. Regarde là, il y a un truc tout con. On parlait tout à l'heure des médias et des modèles d'émissions, etc. Au Portugal, ça fait 30 ans, quelles que soient les émissions que tu regardes, c'est exactement les mêmes concepts. Tu as 4 chaînes publiques, le matin, tu as des mecs qui dansent, avec des animateurs qui sont là, et c'est les mêmes animateurs, je vous jure que c'est vrai, depuis 30 ans, qui font ça, plus les telenovelas, plus les téléfilms, c'est les mêmes gueules, c'est toujours les mêmes. Ouais, Les commentaires télé, c'est pareil, les mecs. Il y a des nouvelles chaînes qui se créent, c'est les mêmes mecs. Ils sont copains avec les présidents, avec les machins, c'est tout le temps les mêmes. Alors, ils rajoutent un peu de nouveauté de temps en temps, tu vois, un peu de diversité aussi, etc., de mixité, parce que voilà, c'est aussi important, mais c'est tout le temps les mêmes. Et il y a une décision qui a été prise avant-hier, au Portugal, ça fait 30 ans qu'à la télé, quand il y a des débats foot qui se font, tu as un représentant du Benfica, un représentant de Porto, un du Sporting, et ils débattent de l'arbitrage pendant 1h30 après les matchs. Tous les week-ends, c'est comme ça depuis 30 ans. marche, hein. Et là, les chaînes ont décrété, on dit, oh, on arrête quand même parce que c'est toxique, disent-ils. Ils ont pris 30 ans pour se rendre compte de ça, les mecs. Alors, tout ça pour vous dire, moi, je vous dis pas que la presse, elle est géniale chez nous. Effectivement, on manque de pluralité. Il n'y a qu'un seul quotidien sportif. Au Portugal, il y en a 3. Bon, il y a des tendances qui sont différentes, mais qui tournent toujours autour des 3 mêmes clubs. Et ils parlent toujours des 3 mêmes clubs. Et au final, c'est souvent les mêmes affiches. C'est souvent les mêmes premières. Tout, Tu vois, le Portugal. Non, mais comment on en est arrivé à pas apprécier tu sais, le vrai foot que tout le monde peut apprécier, à savoir un passement de mais jambes, regarde, une alors virgule, un attends, sombrero. juste je te coupe 2 secondes. Pourquoi Regarde. on n'arrive pas? On est le seul pays qui apprécie pas ça. Non, Comment mais tu non, l'expliques? non, regarde les débats qu'il y a eu en 2016 pendant l'Euro. Les Guèches, pendant 20 ans, ont super bien joué. Et à chaque fois, ils se faisaient ouvrir par un péno à la con. Je schématise exprès. Par un penalty en demi-finale de l'Euro. Putain, je me casse, je suis vénère. Non, mais en fait, si tu veux, les mecs, ils ont eu des joueurs merveilleux, les Rui Costa, les trucs, les Figo, c'est beau. Et en fait, et en 2016, il y a un mec qui s'appelle Fernando Santos, notre daron à tous. Là, il a fait les gars, je vous le dis, on va gagner. Par contre, le jeu, vous oubliez, j'en ai rien à foutre. Là, on va gagner, quelle que soit la manière. Et c'est ça qui est très paradoxal. Alors, Mourinho, moi, je ouais, mais je trouve que c'est très schématique de dire que finalement, ces équipes sont toutes pourries ou quoi. Enfin, si tu veux, c'est souvent cyclique, chez lui. Et d'ailleurs, c'est très souvent cyclique chez les entraîneurs. Rare est l'entraîneur qui, pendant 10 ans, va bien faire jouer son équipe, la même équipe. C'est rarement toujours le cas. Mais c'est pas péjoratif, Didier Deschamps ou Mourinho, pour moi, c'est des coachs efficaces. Non, pour moi, c'est pas forcément les esthètes du football, quoi. Bah, moi, j'ai vu des équipes très. Des matchs avec eux que tu vas regarder. Bah, moi, j'ai déjà vu des équipes très esthétiques chez Deschamps et chez Mourinho aussi, tu vois. Donc, moi les gars, finale Ligue des Champions 2004, Porto-Monaco, regardez leur parcours. Et je vous dis même un truc, et je vais même vous dire, cette année-là, Monaco est beaucoup plus sexy que Porto. En revanche, Porto 2003 qui gagne l'UEFA, ça, c'était sexy. Et ça, et ça, les joueurs le racontent dans le livre aussi, d'ailleurs. Ouais, parce que l'équipe, c'est ce que j'allais te dire, l'équipe, l'année avant la finale, elle est fantastique, cette équipe. Mais tu sais, pour en revenir à ce que tu disais, Mourad, au final, les Guèches ont eu cette réflexion de se dire, nous, on a été des amoureux du jeu, et on l'est toujours. Pendant des années, on a toujours eu des putains de beaux joueurs, on a toujours super bien joué. Pour moi, la plus belle génération. Chalana. Mais tu parles il y a Chalana, après il y aura la génération 2000 qui pour moi est la plus belle, parce que Chalana, je l'ai à peine vu jouer, mais qui pour moi est la plus belle. Et tu as aussi le pragmatisme. Voilà, tu as un Jardim, par exemple, qui va dire moi, le but, c'est de tirer le meilleur de mes joueurs, c'est un grand entraîneur. Et tu as un Mourinho qui va dire pour moi, c'est de gagner des titres. Et tu as un autre mec comme Carlos Carvalhal, là, qui vient d'être renommé à Braga, qui va dire pour moi, c'est le beau jeu. Tu vois, c'est totalement différent. Les mecs n'ont pas forcément la même perception. Est-ce que Mourinho, c'est pas un peu l'antithèse de Bielsa, quelqu'un qui va à tout prix des trophées et qui peut faire l'impasse sur le côté esthétique du foot, alors que Bielsa, lui, c'est... Si, mais je pense que Mourinho, il te le dit d'ailleurs, et ça dans le livre, il le raconte, et d'autres le racontent aussi. Mourinho, à la base, quand il se lance, il dit moi, les gars, je préfère. Moi, j'aime le jeu offensif, je veux de la pression haute, je veux de la possession de balle ou quoi, mais il dit il faut que ce soit efficace. Si c'est pour avoir le ballon, non seulement ça sert à rien, en plus tout le monde va se faire chier. Donc, mais il y a forcément une part de pragmatisme là-dedans. C'est-à-dire, la beauté du truc, c'est bien, mais le problème que tu as aujourd'hui, et on en revient à ce qu'on disait au tout début, en fait, le football est une industrie. Le football est aussi un milieu qui est concurrentiel, et le football aujourd'hui réclame des résultats. Mourinho
le dit en plus ouvertement. Moi, je veux pas d'un club, d'un projet sur 10 ans, machin. Moi, je veux une équipe qui est capable de gagner rapidement. Il faut que je sois champion dans les 2-3 ans. Sinon, ça m'intéresse pas. Lui, c'est pas un bâtisseur, il a pas que ça à foutre. Il a donné, il a déjà fait éducateur, tout ça. Je dis pas que c'est bien, je dis que ça l'intéresse pas. Mais c'est effectivement une autre conception des choses. Bielsa, c'est plus un théoricien, ça n'empêche que. Mais après, on parle aussi de personnalité. C'est des mecs devant les médias, ce sont pas du tout les mêmes. Mourinho, il vient d'arriver au Portugal hier, il a parlé devant les caméras, il a balancé 3 scuds, alors que le mec, il est qualifié en Coupe d'Europe, il peut pas s'en empêcher. Et Bielsa, le mec, il croise les os, il lui dit tiens, en fait, faut que je te parle comment on fait des entraînements. Tu vois, il a gagné 10 Ligues des Champions. Qu'est-ce que tu veux lui expliquer les entraînements? Est-ce que Bielsa, est-ce que c'est pas un peu le père de Mourinho et Mourinho voulait pas ressembler à son père et du coup, Oh non, rien à voir. il a Non, fait non, tout non, là, l'inverse. c'est pas. Non, non, là, non, parce que c'est. Le père de Mourinho n'était pas forcément un Trop prof. gentil d'un côté, tu disais trop gentil tout à l'heure. Ouais, mais je pense pas que Bielsa soit un gentil, moi, les gars. C'est pas parce pense qu'il qu'il est rude. Ah ouais, je pense pas, non. Non, je pense que Noël avec lui, ça va être trop loin un peu. Mais pas qu'il soit méchant, tu vois, mais en fait, c'est sa personnalité. Et en plus, et moi, je le kiffe, hein, en plus. Hein. Tout à l'heure, quand tu parlais de Neymar et tout, moi, gamin, par exemple, j'ai jamais aimé les joueurs esthétiques. En fait, je trouvais que c'était trop facile d'aimer les T'étais attaquants. un boucher, quoi. Exactement, t'as tout compris. C'est exactement. Et moi, Loïc Perrin et tout, je kiffe. Mais non, mais si tu veux, ce qui est vrai en plus, hein, moi j'aimais bien Perrin. Mais pas forcément sur là, pas déconner. Sur l'action, mais. Oui, non. Mais moi, par exemple, je vais te dire, moi j'adorais Roy Keane. Parce que voilà, c'était un bâtard. Mais c'était, non, mais c'est Gattuso, tu vois, moi, Paulo Sousa, joueur. Nando, c'est pour toi. Thiago Motta. Ah, mais c'était un joueur. Paulo Sousa, il était extraordinaire. Il était élégant comme tout, mais de toute façon, lui, moi, je suis tombé amoureux. Moi. Mais après, enfin, moi, j'adorais le joueur. Voilà, moi, j'aimais bien ces gars-là, tu vois. Après, bon, mon fétiche, mon préféré, c'était Rui Barros pour plein de raisons, mais qui était d'ailleurs un offensif, très esthétique, etc., hyper gentil. Et pareil, moi, tu vois, Fernando Santos. Je vais pas dire qu'au niveau du style de jeu ou quoi, je trouve ça génial, mais j'adore la personnalité de ce mec. Moi, j'ai eu la chance en 2016 d'aller à Marcoussis plusieurs fois parce que il y avait certains joueurs que je connaissais et ils m'ont fait rentrer dans Marcoussis, là où ils étaient. Le mec était là, salle de jeu et tout. J'étais le seul journaliste présent là-dedans, mais tu le voyais, mais tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression que mon père il vient de se lever le matin. Le mec, il arrivait, j'arrivais le matin, il sortait du truc, les mecs lui disaient bonjour, il répondait pas. Il faisait je te jure, il te regardait, tu avais l'impression qu'il était une droite avec les yeux. Mais bon, après, ça, c'est des choses très personnelles, mais c'est très complexe, au fait. Les comparaisons sont toujours difficiles, tu vois, de dire, et même d'ailleurs, les oppositions sont aussi difficiles. Tu vas dire que Mourinho, l'anti-Bielsa, je pense qu'ils ont plein de similitudes sur plein de choses. L'amour de l'entraînement, de la tactique, de plein de choses, de faire progresser les mecs. D'ailleurs, un gars comme Mourinho, l'image qu'il peut donner à certains moments ou qui lui colle à la peau, c'est du mec qui aime un jeu direct avec des gars physiques, pas forcément la technique. C'est quand même un des premiers qui a fait des entraînements 100% avec ballon et qui avait sorti, je me rappelle une phrase, celle-là elle m'avait tué. Alors je sais pas si elle est de lui. Ah ouais. Il avait dit quand tu as un piano et que tu veux faire apprendre le piano, tu fais pas tourner les gens autour du piano ou un truc comme ça. Il a dit quand on veut devenir, si tu veux apprendre à quelqu'un à devenir un pianiste, tu ne demandes pas de courir autour du piano. Mais d'ailleurs, voilà. Cette méthodologie-là, qui est justement la périodisation tactique, en fait, lui, si tu veux, la mise en place avant même qu'elle soit marketée, qu'elle soit brandée, si tu veux. Et ça, c'est très bien raconté dans le livre. Il y a plein de témoignages, que ce soit Benfica. Première expérience en tant qu'entraîneur principal en 2000, et après plus tard que ce soit Lille, Porto, etc., où c'est raconté également par les mecs qui l'ont vécu de l'intérieur aussi. Mais bien sûr que c'est ça. Et d'ailleurs, moi je me souviens, quand il a été... Moi mon passage préféré du livre, je vous le dis, c'est quand il est adjoint au Barça. Parce que beaucoup de gens l'ignorent, mais le club dans lequel il a passé le plus d'années consécutives, c'est le FC Barcelone. Quand tu sais que ce mec est hyper étiqueté, connoté Real Madrid aujourd'hui, et à l'époque, il a fait des confs de presse en catalan parce qu'il parlait à la place de Bobby Robson qui parlait pas un mot d'espagnol, qu'il avait ramené du Portugal avec lui. Et il disait à ce moment-là, j'avais vu, je crois que c'était Sonny Anderson qui témoigne et qui dit il avait un peu des préjugés parce qu'il aimait pas les joueurs qui n'étaient pas intelligents tactiquement et qui ne savaient pas jouer au foot, qui n'étaient pas fins si tu veux. Et en fait, tu te dis putain, on a tendance à dire que ce mec il aime bien les joueurs rugueux et tout. Et en fait, non, Sonny Anderson te dit, même à l'entraînement et tout, tu sentais qu'il avait une préférence avec les mecs qui savaient jouer au ballon.
qui avait une intelligence de jeu. Et Mourinho le raconte dans une de ses biographies, d'ailleurs, l'extrait est traduit. Il dit, moi, il a inventé un truc qui s'appelle la découverte guidée. Il mettait en place un entraînement, il arrêtait le jeu et il leur disait, les gars, avec ballon toujours, pourquoi on fait ça? Et donc il demandait à un mec, toi, d'après toi, pourquoi on fait cet exercice? Et là, il disait machin, il donnait son avis. Il demandait à un autre, toi, tu t'en penses quoi? Et en fait, les mecs échangeaient et il fallait qu'ils comprennent pourquoi ils faisaient l'exercice. Donc, si tu veux, il voulait des mecs qui réfléchissent aussi, tu vois, à ce niveau-là. Donc, c'est pas juste, tu vois, 0-0, mettre le bus, etc. Donc, même si c'est vrai que ça existait, hein, je le nie pas. Hein. Puis surtout qu'au Barça, au départ, ils en voulaient pas, les dirigeants. De qui? Oui, exactement. Ouais. En fait, quand il est recruté, quand il arrive avec Robson. Ouais, en fait, Robson arrive donc de Porto et Mourinho, il dit moi je veux prendre Mourinho parce qu'il parle pas espagnol, Robson. Et les dirigeants disent non, c'est bon, on aura un traducteur et tout. Il dit non, mais c'est pas juste un traducteur. D'ailleurs, le truc vient de là, d'ailleurs, la légende du traducteur, dont beaucoup de mecs parlent dans le livre aussi. Et il dit non, mais c'est pas un traducteur. Il m'aide aux entraînements, il participe, etc. Et tout ça. Non, on veut pas et tout. Il lui propose d'abord un salaire de misère à Mourinho. Finalement, il est logé dans l'hôtel d'un des dirigeants du Barça. Et puis, il fait ses preuves. Et le truc qui est ouf, c'est que 15 jours après, il y a l'Euro 96. Il va superviser des joueurs. Et 15 jours après, c'est lui déjà qui parle dans la presse au nom du FC Barcelone. C'est-à-dire que c'est l'adjoint de Bobby Robson. Il les a comme ça. Et genre, un mois après, ils font venir Ronaldo, le Brésilien, transfert le plus cher de l'histoire. Il le défonce dans la presse après un match. Enfin, le mec, à l'époque déjà, il y a des mecs qui se disaient mais il est complètement fêlé, lui, il se met tout le monde à dos, il clash tout le monde, il s'en foutait complètement. Mais la période Barça est hyper intéressante et très très intéressante pour ça. Parce que c'est là-bas aussi d'ailleurs qu'il va. Alors Robson se casse et Van Gaal arrive. Et Van Gaal, qui est connu pour être un mec où il y a une certaine rivalité finalement entre les deux parce qu'il a été son adjoint, etc. Et Van Gaal, qui au départ on veut pas forcément, il se dit tiens, il va pouvoir me faire la transition entre la période de Robson et la mienne, il connaît le club, les joueurs, la langue, je vais le garder. Et la première équipe que Mourinho va diriger, c'est le Barça, en demi-finale de Coupe de Catalogne, face à Lleida. Et Van Gaal lui laisse les clés du camion. Il lui dit vas-y, aujourd'hui c'est toi qui entraînes, tu te démerdes, tu fais ta compo, tu décides qui fait quoi et tout. Et donc j'ai retrouvé des joueurs de cette époque qui racontent ça. Incroyable. Est-ce que tu penses que c'est toujours un coach en te détachant du livre que tu as fait? Est-ce que tu penses que c'est toujours un coach d'actualité? Moi, je pense qu'il fait partie un peu des coachs qui sont un peu has-been, tu vois. Sauf que ça, peut-être le fait qu'il soit sans club, je crois que je l'ai entendu dire ça il y a peu de temps, tu sais, ça l'a poussé un peu à se remettre en question. Il était un peu arrivé à la fin d'un cycle. Ensuite, on a vu des coachs comme Klopp arriver, comme d'autres. Est-ce que tu penses qu'avec cette fameuse remise en question qu'il a eue, le fait d'être sans club, ça l'a fait cogiter un peu sur comment il a explosé avec l'Inter à l'époque, comment sa manière de coacher a évolué, d'appréhender le foot? Est-ce que tu penses que cette année sans club, enfin cette longue période, est-ce que tu penses qu'il va se renouveler? Est-ce que tu penses qu'il est encore dans le jus ou pas? Je pense qu'il l'a déjà fait. Alors, il faut savoir que ce genre de mec, quand il arrive dans un club, il vient pas seul. Et que la grande force de Mourinho, et ça c'est ce que beaucoup de ses anciens joueurs expliquent aussi, c'est le staff. Et donc il a perdu un Rui Faria avec qui il a bossé pendant 18 ans, c'était il y a 2 ans. Là il a renouvelé son effectif, il a pris les 2 gars de Lille, Sacramento et Nuno Santos. Là il a Formouzinho qui était avec lui à United, il vient d'annoncer qu'il allait partir parce qu'il allait devenir entraîneur principal. Ça fait partie déjà de son renouvellement. C'est-à-dire que quand lui a vécu les deux, le boulot d'adjoint et le boulot d'entraîneur principal, t'as pas les mêmes rapports quand tu es adjoint et quand tu es entraîneur principal. Après, je pense que ces mecs l'aident entre guillemets à s'actualiser, que ce soit dans l'aspect de l'évolution pas des méthodes d'entraînement, même si il doit certainement rester au fait, c'est pas la question, mais lui il bouffe des matchs en permanence. Hein. Il allait même voir Setúbal, qui est son club de cœur, quand il était sans club. Mais je pense surtout que ce qui s'est passé, c'est qu'il est resté très longtemps inactif, comme jamais, qu'il attendait un projet avec impatience. Je pense qu'il espérait que le PSG puisse se faire, ça s'est pas fait. Que Tottenham s'est présenté à lui. Voilà, que Tottenham s'est présenté, que c'était un grand club qui s'est dit putain, est-ce que je laisse passer le train encore, ou ça fait longtemps quand même là que je suis sur le quai et j'attends. Il l'a pris. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent c'est une erreur de casting de Tottenham de l'avoir pris. Moi, à un moment, je me demandais si c'était pas une erreur de Mourinho d'être allé à Tottenham, parce que c'est pas lui, il aime des clubs gagnants. Tottenham, même si c'est un club qui a progressé ces dernières années, c'est pas un club qui a des titres ces dernières années. Donc c'est quelque chose de différent. Peut-être qu'il peut les aider là, justement, avec plus de pragmatisme. En revanche, là où je pense qu'il y a un décalage, et lui-même en a parlé d'ailleurs récemment, tout à l'heure on parlait des réseaux sociaux, de cette nouvelle génération qui arrive. Je pense très sincèrement, et je déteste les généralités, mais que les rapports aujourd'hui changent beaucoup entre
les personnes qui ont des responsabilités, notamment de la génération plus âgée, même si tu as des personnes plus âgées qui sont très connectées, et les plus jeunes, on va dire. Je pense que c'est difficile aujourd'hui d'avoir la main parce qu'il suffit, tu vois, je veux dire, quand Mourinho il a commencé au Benfica à Porto, il a eu plein de problèmes dans le vestiaire, mais moi je suis persuadé que le même Mourinho, aujourd'hui, au FC Porto de l'époque, quand il gagne l'UEFA et la Ligue des Champions, avec tous les problèmes de vestiaire qui sont racontés dans le livre, qui se sont produits, tout serait sorti dans les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et je pense que Mourinho n'aurait peut-être pas fait la carrière qu'il a fait aujourd'hui. Parce que le président, à ce moment-là, peut-être ne serait pas dit, vu que c'est sorti dans la presse, je soutiens mon entraîneur, je vais le prolonger, etc. Ça joue beaucoup aussi. La perception, les infos qui sortent, les fameuses fuites, les taupes, les machins, on appelle ce que tu veux. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Tu vois, il y a un tweet, une photo, il y a un machin. Les mecs qui sortent en boîte, c'est sur les réseaux sociaux le soir même, tu vois. Le cas de Periscope qui avait eu lieu au PSG, on est là pour le même. Comme quoi, les réseaux sociaux. Par rapport à ce que tu es en train de dire, là, je vois une question. C'est vrai qu'il va falloir qu'on les relève un petit peu les questions parce qu'on n'a pas mis le nez. Écoute, c'est exactement ce que j'étais en train de faire. Ah ouais, d'accord. Comme par hasard. Moi, il y en a une qui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Firas75020 qui nous dit Mourinho cache ce côté sensible, c'est dingue ce qui se cache derrière, sachant que les médias le décrivent comme un véritable glaçon. Et par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que justement le salut, entre guillemets, parce que moi je pense qu'un mec comme Mourinho, il lui manque, c'est un gars qui aime les titres, c'est un gars qui aime les stats. Il a rien gagné en Allemagne, il a rien gagné en France. C'est un gars, à mon avis, il viendrait en courant, je pense à Paris, et en Allemagne, dans le top 3, je crois qu'il irait aussi. Est-ce que tu crois pas que ça serait, toi qui as bien potassé, qui connais mieux le personnage que nous, est-ce que tu crois pas justement que il est temps pour lui de changer un peu sa façon de faire, c'est-à-dire de plus être le Special One d'il y a 15 ans qui arrive en conf, qui fracasse tout le monde, mettre de l'eau dans son vin parce que tout le monde évolue avec son âge. Est-ce que tu le sens capable d'aller au compromis un peu? Mais il le fait déjà. Souviens-toi, regarde ce qu'il fait à Tottenham depuis qu'il y est. Le mec, il est resté. Non, mais il est resté un an inactif. Ne m'appelez plus le Special One, appelez-moi le Happy One. Le mec était, au contraire, moi je le trouve hyper décontracté. Après, il y a un truc qui est vrai aussi, et ça les mecs l'ont souvent dit, la posture qu'il va avoir face aux médias n'est pas du tout la posture qu'il va avoir face à ses joueurs. C'est-à-dire que dans les joueurs, le côté sensible dont on parlait il y a quelques instants, c'est un mec qui est très humain. Moi, il y a beaucoup d'anecdotes qui m'ont été racontées, alors que ce soit Deco qui vivait un divorce à l'époque quand il était à Porto, comment Mourinho a géré ça, comment il a aidé même quand il était joueur ou adjoint des mecs qui avaient des problèmes d'argent. Il a toujours été très à l'écoute également de ses joueurs à ce niveau-là. Il demandait à ses adjoints de savoir si les mecs étaient bien, ils avaient des problèmes dans leur vie ou pas, quand il était à Porto, même après dans d'autres clubs aussi. Mais en fait, si tu veux, tout ça existe déjà. Après, moi, ce que je peux comprendre chez certaines personnes, la posture parfois qu'il va avoir face aux médias, c'est-à-dire, alors que ce soit le côté un peu vindicatif, soit des fois la victimisation dont il fait preuve par moment, ça peut être gonflant. Alors en fait, ça l'est quand c'est tout le temps. Après, en fait, c'est le truc que je trouve toujours. La vérité, elle est entre les deux, c'est sûr, mais lui, c'est faire les deux. Donc peut-être que des fois, il devrait peut-être faire plus l'un que l'autre, mais vous préférez quoi? Faut savoir, vous préférez des mecs qui vous balancent des banalités en conf de presse comme entraîneur, ou des mecs qui de temps en temps disent des vérités, même si on n'est pas d'accord, mais qui disent ce qu'ils veulent. Moi, je me fais moins chier avec un Mourinho qu'avec d'autres entraîneurs, parfois en conf de presse, tu vois. Après, ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais des fois, c'est de la mauvaise foi de ouf. Mais... Tu disais tout à l'heure pour les consultants, pour les observateurs, que maintenant, c'était de plus en plus des avis tranchés, il fallait se faire remarquer, il fallait en faire des caisses. C'était un peu le Mourinho de l'époque quand il arrivait en conf. Bon, il a évolué, il a changé. Est-ce que tu penses que lors des prochaines années, il va revenir un peu comme le Mourinho de l'époque, à savoir, j'en fais des tonnes à chaque fois? Alors, est-ce qu'il va rester dans la continuité de Tottenham? Tu disais un truc intéressant, tu disais il prenait toujours des gros clubs. Bon, à l'époque, c'était Carlo Ancelotti, Mourinho et Guardiola qui se partageaient FC Barcelone, Real Madrid, Bayern. Et quand un quittait Bayern, il allait au Real. Là, il a pris un espèce de risque. Je suis complètement d'accord avec toi. En allant à Tottenham, comment tu le vois sur ces prochaines années au niveau comportemental? Tu le vois évoluer, changer? Mais moi, je trouve qu'à Tottenham, il fait les deux déjà. C'est-à-dire que là, il a balancé un scud à Klopp il n'y a pas longtemps. Il a balancé une caresse à
à Danny Wilder, à Dan Wilder, là, non, c'est pas Dan, Chris Wilder, l'entraîneur de Sheffield United. Voilà. Et en fait, il fait les deux déjà. C'est-à-dire là, il arrive à jongler. Il fait une caresse, une claque, une caresse, une claque. Voilà, une mitraillette, une rose. Voilà, il alterne. Il est exactement dans ce qu'il sait faire. Voilà. En plus, c'est ce qu'il voulait. Les joueurs aussi, hein, parce que Ouais. comment il s'appelle ça y est, j'ai perdu son nom. Ndombele. Ndombele, ça a été ça pendant un moment. Ça a été un coup, pam, le lendemain, il le défonçait. Bon, il faut dire que pour l'instant, c'est un peu le flop, mais bon. Ouais, après, mais il l'a fait avec d'autres. Hein. Moi, je me souviens, j'en avais parlé notamment avec Karim Jaziri, l'agent de Benzema, là, que j'embrasse. Si tu le regardes, magnifique. Salut à toi, qui est Karim. avec nous et qui est possiblement. Attends, je passe derrière Karim. Attends, tu viens de nous faire. Tu sais que ça me fait rire. Ça me fait rire parce que là, tu viens de nous faire du Michel Drucker. Et tout à l'heure, j'ai vu passer. C'était juste une vanne que j'ai trouvé très drôle, qui est passée. Il y a un petit moment quand tu disais qu'au Portugal, ça changeait jamais de présentateur. Ouais, et il y en a un qui dit, nous on a notre Druckerinho. Hein. Donc Druckerinho en France, c'est pareil. Mais Karim me disait, avec Benzema, il l'a fait aussi. Quand il a dit en conf de presse, moi j'ai besoin de tigres et Karim c'est un chat. Et ben en fait, je me souviens, Damien Comolli, qui est le président de Toulouse là maintenant, il expliquait ça, il appelait ça la théorie du bouchon. C'est-à-dire, il disait, Mourinho, c'est un mec qui va enfoncer la tête de son joueur sous l'eau, voir s'il est capable de remonter à la surface. Et ben Benzema, il l'a fait. Et il est devenu un tigre, un lion, derrière même. Lui, il est. Donc c'est le roi de la jungle. Mais oui. Vas-y. Non, juste ça, voilà. Donc il l'a fait avec d'autres joueurs, effectivement. Il y en a d'autres, en revanche, qui sont noyés derrière. Je voulais poser quelques questions dans le chat, puisque du coup, depuis tout à l'heure, on en reçoit pas mal. Et je vais déjà commencer par Rosendar90 qui demande: tu penses que ton livre sur Mourinho pourrait un jour être adapté en documentaire sur Netflix, vu qu'il y a de plus en plus de documentaires sportifs sur les OTT comme Amazon Prime? Bah, je sais que nous, sur RMC, on avait fait un portrait de lui. C'était Reda Mrabi. Voilà, qu'on l'embrasse. Si tu le regardes, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait Michel Drucker. Vous aimez les chiens? Et à qui je souhaite beaucoup de non, pas beaucoup de merde d'ailleurs, un gros merde à Mediapro avec tous les copains qui sont là-bas. Voilà. Ouais, non, il en avait fait un truc sur lui. Il avait fait, franchement, il avait bien bossé là-dessus. Après, ouais, enfin, je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que cet angle-là est différent. Je sais pas, moi je sais qu'il y a des mecs qui estimaient, moi j'en avais parlé avec certains éditeurs, ils m'avaient dit que c'était pas vendeur maintenant Mourinho. C'est pour ça que tout à l'heure quand vous disiez le côté has-been, je trouve que c'est quelque chose qui est notamment en France, hein, parce que mon livre il est en français, mais c'est quelque chose qu'a dit. Ouais, non mais c'est vrai. Mourad l'a dit, non mais toujours c'est moi. Non mais c'est vrai, non mais c'est une la vraie tendance. La remontada 1 c'est moi, la remontada 2 c'est moi. Tout est moi. Le Covid, c'est le moi. Covid, voilà. Non, et c'est vrai qu'il y a une vraie tendance là-dessus, et je pense que ça fait aujourd'hui, c'est un peu rentré dans le. Enfin, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent ça effectivement. Alors, je sais pas, peut-être, hein, va savoir. Écoute, Netflix, si tu me Paris regardes. Saint-Germain, on est passé à côté de quelque chose. Ah bah moi, j'aurais kiffé de ouf. Hein. Alors, Ah, moi, le même. PSG Marseille, moi PSG Marseille, les gars, conférence de pour moi presse c'est la en même. cours Hein. de loge. Je vous le dis tout de suite, PSG Marseille, Rennes, Metz, Lorient, j'aime bien. Souvent en plus, je sais pas pourquoi. Paris 14e aussi. Non, je m'en fous aussi. Donc à comparer Paris et Rennes, donc autant. Ah ouais, ok, non, mais j'ai pas. C'est les Merlus, la morue, bon voilà quoi. Non, j'ai pas. Ouais, exactement. Allez, repart. Oh là là. Non, j'ai pas de. Non, mais je vois pas Mourinho à Rennes ou à Marseille, quoi. Bah, ça dépend, à moins que tu aies un mec qui rêve vraiment avec de l'oseille et il arrive. Tu sais qu'à un moment, je m'étais dit, moi, quand Nice, ils ont repris le projet et j'ai vu les millions arriver avec Radcliffe, là, je me suis dit, mets les pépettes, oseille, il arrive. Et finalement, j'avais aucune info. Et non. Et tu aurais pu avoir une sacrée livre, là. Écoute, on est passé à côté de quelque chose, franchement. Alors, has-been, pas has-been, mec. T'as un mec comme lui qui se pointe en Ligue 1. Alors, en plus, c'était il y a un an. Voilà, tu te dis, t'as quand même. Dans n'importe quel club de Ligue 1, même un Lyon, etc. Enfin, ce serait incroyable. Ah non, mais là par contre, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, là, en revanche. Il part de trop loin, si tu veux. En fait, c'est pas il part de trop loin. C'est pas que Lyon n'est pas un bon club. C'est que Lyon est trop loin du PSG aujourd'hui. Okay. C'est surtout ça. Lui, il est pas là. Il veut pas venir pour être numéro 2, si tu veux. Ça l'intéresse pas. Voilà, c'est ça. Je vais continuer sur les questions, du coup. Une question de Lucas, du coup, qu'on salue aussi, qui dit: salut Nicolas, Villas-Boas, Conceição, Mourinho, qu'est-ce qui rapproche ces trois entraîneurs? 3 Portugais qui ont réussi en entraîneur, et quels sont les entraîneurs portugais à suivre à l'avenir? Qu'est-ce qui les rapproche? Tu m'as dit qui? Villas-Boas, Conceição et Mourinho.
Déjà, j'ai envie de te dire, c'est Porto qui les rassemble, parce qu'ils ont été champions là-bas. Après, c'est 3 profils totalement différents. Ça, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que souvent, on a tendance, ça, c'est un truc qui m'emmerde un peu. On dit l'école des entraîneurs portugais. Vous me voyez toujours là, parce qu'il commence à faire nuit. Comment ça Ouais, peut faire On te voit. te On voit voit plus les tomates. Si On voit tu plus les veux, à la tomates. fin de la question, on mettra une mini pause de 60 secondes si tu arrives à Pour que je trouver me mette de la un endroit lumière, un petit peu ok. plus lumineux. Donc on Et fera ça. après, en même temps, si on voit pas ma gueule, on s'en tape. Il y a les vôtres. Vous êtes vachement beaux. Oui, donc il y avait ça. Alors, oui, donc je disais, il y a un truc que je trouve toujours très réducteur, c'est le côté l'école des entraîneurs portugais. En fait, au Portugal, il y a cette particularité qui n'existe pas dans de nombreux autres pays, c'est qu'il n'y a pas une école, mais des écoles. On va commencer par Mourinho, donc je le disais tout à l'heure, il n'a pas fait grande carrière de joueur pro parce qu'il a joué en D2 quand même. Mais il est professeur d'éducation physique et sportive. Il a été adjoint, etc. Il est un peu légitimé avec les Carlos Queiroz, les Gesualdo Ferreira, les entraîneurs, professeurs. Tu as les anciens joueurs pro, genre Sergio Conceição qui a fait une vraie belle carrière et qui est devenu entraîneur par la suite, champion du Portugal. Et tu as Villas-Boas qui est un ovni total, puisque Villas-Boas n'est ni professeur, ni un ancien joueur pro. C'est-à-dire que c'est un mec, il est arrivé, il a rencontré Bobby Robson qui habitait dans son immeuble, il allait au culot à 15 ans, il l'a emmené aux entraînements. Ouais, puis c'est un gros piston au départ. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu les aptitudes derrière, mais c'est un gros piston. Exactement, il le pistonne pour qu'il soit sélectionneur des îles Vierges britanniques alors qu'il n'a pas l'âge légal pour le devenir. Enfin, c'est une histoire complètement dingue, lui, qu'il a. Et derrière, il est quand même pareil, il remporte l'Europa League en 2011 avec Porto. Il part à Chelsea, bon, ça se passe pas forcément très bien. À Tottenham, il fait quand même des bons résultats, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Surtout à l'époque. Ouais, il a je crois, le meilleur classement du club à l'époque en première ligue. Donc voilà, c'est surtout ça qui les rassemble. Après, en termes de méthodologie, Villas-Boas et Mourinho sont adeptes de la périodisation tactique, même si Mourinho n'a pas eu Vitor Frade comme professeur, qui est le mec qui a brandé ça. Et après, les entraîneurs à l'avenir, alors moi, il y en a beaucoup que j'aime bien. Il y en a un que j'ai cité tout à l'heure, mais moi, j'adore sa personnalité, sa façon de jouer. Carlos Carvalhal, moi, j'adore ce mec. Je vais même vous dire, on parlait de lui à Norwich, parce qu'il a entraîné Sheffield Wednesday il y a quelques années et tout. On parlait de lui au Flamengo pour remplacer Jorge Jesus aussi. Moi, j'aurais kiffé le voir presque ailleurs qu'à Braga, parce que j'aurais voulu le voir dans un championnat du Big Five, même en Ligue 1. Hein. Mais Jean-Michel Aulas, si tu le regardes, va chercher Carlos, sans déconner. Non, mais va le chercher. Non, mais Rudy. Voilà, c'est un peu tard. T'as Rudy. Ouais, t'as Rudy, ok. On finit avec Rudy. Et après, tu m'appelles et je te file le numéro de Carlos. En plus, c'est un mec très intéressant. Ses interviews, ses confs de presse, c'est un régal à ce mec. Il n'a pas de langue de bois. Il dénonce justement toutes ces dérives du clubisme, les magouilles, etc. Il s'en tape, il le dit ouvertement. Après, il y en a plein des gèches. Bon, il y a Jorge Jesus, on connaît bien sûr. Il y a João Pedro Sousa qui est à Famalicão, qui fait un travail merveilleux. Incroyable aussi. Voilà. Il y a, comment il s'appelle il y a Vasco Seara qui va prendre Boavista, et qui était entraîneur en D2 là. Et on m'en a dit énormément de bien de ce mec. Il a entraîné Passos aussi et tout. Ruben Amorim qui fait un très très bon début de carrière en tant que coach. Celui de Wolverhampton aussi, c'est pas mal. Nuno, en termes de jeu, moi, j'avais pas kiffé de ouf à Porto. Alors, je vais te dire un truc, Sergio Conceição, il a été champion 2 fois, et en termes de jeu, ça n'a pas toujours été ouf. Pas ouf, hein. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est une globalité au Portugal ces dernières années. Mais je pensais à Espirito Santo, moi. Ouais, Nuno. Mais d'ailleurs, Sergio, sa place, elle n'est pas non plus assurée totalement pour l'année prochaine, pour l'instant. Bah, lui, je pense qu'il aimerait bien aller, tu vois, aussi dans un club avec plus de moyens. Quelque chose bien, plus épais. Puis bon, Porto, ça fait un moment. Et puis, mine de, il a été champion, mais sa saison, elle a été très compliquée à Conceição. L'hiver dernier, il a failli se faire. C'était tendu pour lui. Il avait 7 points de retard sur le Benfica. C'était même les altercations qu'il a eues avec les supporters, etc. Mais il y a plein de petits. Il y a des mecs. D'ailleurs, c'est hyper étonnant que, pardon de te couper, mais quand on parlait de Paris, et quand tu vois qu'il y avait Antero Henrique qui est très aussi connoté FC Porto, que c'est très rare qu'un directeur sportif ne vienne pas avec son coach. Et lui, il n'a jamais eu son coach. Alors, tu sais quoi, mon pote, je suis très content que tu. Ah, là, on me voit mieux, là, non? Ouais. En fait, il ne faut pas se mettre à contre-jour, vous êtes cons, quoi. Alors qu'il n'y a plus de jour, d'ailleurs. Mais on t'a dit dès le début qu'on était 3 connards, donc. Oui, mais moi, je suis journaliste, je fais du fact-checking, et je vous le confirme, vous êtes 3 connards. Par contre, redis ta phrase, parce que tu as dit que j'avais dit un truc bien, donc vas-y, tu peux la refaire. Alors, attends, dans la lancée. Tu parlais de quoi déjà d'ailleurs? Antero. Ah oui. Antero, c'est rare qu'un directeur sportif, et surtout dans un grand club, ne vienne pas avec son coach. Alors, ne choisit pas un coach à un moment. Et tu sais, alors moi je pense pas que tout ce qui a été fait pendant sa période a été parfait. En revanche, je pense qu'il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il est venu
qu'on lui a promis les pleins pouvoirs et qu'il les a jamais eus. Et d'ailleurs, comment on le sait qu'il les jamais eu? Pour la chose que tu viens d'évoquer à l'instant. Le mec, il est directeur sportif, il arrive, il y a un entraîneur en place, celui qui le remplace, c'est pas lui qui le choisit. Donc c'est qu'il y a bien un moment, et au moment où il se dit, bon on va peut-être se délester de Tourelle et on va aller chercher un autre mec. Et il y a plusieurs noms qui circulaient à cette époque-là. Bah non, on lui a dit non, en fait non, on va garder Tourelle. Donc oui, et pareil, tu vois, ça fait partie des trucs. Moi, il y a un truc, ça je trouve ça ouf au fait. Et là, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Mourad, sur la culture foot en France, parce que pour moi, ça en fait partie. Mais moi, j'ai pas l'impression, c'est je le vois même au taf ou quoi. Pini Zahavi, il y a 3-4 ans, plus d'un journaliste sur deux en France ne savait pas qui il était. Alors que Pini Zahavi, ça fait 40 berges qui fait la pluie et le beau temps au niveau de l'agencement des joueurs dans le monde. Mais tu vois, c'est lui qui présente George Mendes à Abramovich à Chelsea quand Mourinho est par là-bas pour 5 millions d'euros. Zahavi est très proche, enfin, ils ont fait pas mal de deals ensemble avec Antero. Mbappé, Neymar ou quoi, bah, c'est Antero avec Zahavi. Et donc là, il y a beaucoup de consultants et d'observateurs qui vont te dire ah ouais, mais attends, c'est pas Antero qui l'a fait, c'est l'argent du PSG. Bah ouais, mais les gars, alors, je suis complètement d'accord avec toi, je vais te laisser terminer. Il y a eu un très très gros bashing sur Antero. Non, mais alors, moi, la chose que je réponds à ça, c'est les gars, l'argent, il était là 10 ans avant que Antero il arrive. Pourquoi ils les ont pas fait avant qu'il arrive alors dans ce cas-là? Moi, je veux bien qu'on me dise. Moi, je veux bien qu'on me dise. En fait. Les gens disaient qu'il était là, toujours à boire, il buvait dans des hôtels et tout. C'était. Moi, je leur disais à chaque fois, c'est comme la CFA. La CFA, c'est une volonté d'Antero de la supprimer parce qu'il a vu qu'on se faisait avoir. Et là, si ça continue comme ça, on arrête tout. Et dès que je le disais aux supporters, les gens me disaient mais non, c'est pas lui, c'est pas lui. En fait, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai vu cette volonté de le salir dès qu'il y a des choses positives. Quand j'ai dit c'était Mbappé, il a joué un rôle important. Tu l'as dit avec Pini, mais également sur d'autres dossiers. Et dès que tu donnais du factuel, les gens refusaient d'accepter, disaient non, c'est pas lui. Et en fait, si tu veux, j'ai arrêté, j'ai dit bon bah. Non, mais c'est pas moi, je suis pas là pour le défendre et parce qu'après moi, je sais ça aussi. Non, mais après moi, c'est ce que je te dis. Je pense qu'il y a des choses et pour moi, il a fait aussi une erreur. C'est que justement, tu disais tout à l'heure, Nando, le mec, il est venu, il a jamais eu les pleins pouvoirs, il a pas ramené son entraîneur, mais c'est-à-dire qu'il a ramené avec lui un homme de confiance. Il en a ramené un au fur et à mesure au compte-gouttes par-ci par-là. Il a compris qu'en interne, il ne pouvait pas tout révolutionner. Ce n'était pas son but d'ailleurs à la base. Même si au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il y avait certaines réticences, qu'il y avait des habitudes à changer et qu'il y a des mecs en interne qui n'ont pas forcément accepté ça. Tout n'a pas été parfait dans ce qu'il a entrepris, dans ce qu'il a fait. Mais il a aussi tenté de faire des choses. Certains l'ont réussi, d'autres pas. Et c'est pour cette raison qu'on peut dire que ça a été un échec. Parce qu'il y a des choses qu'il a tenté de faire et qu'il n'est pas parvenu à produire. Et donc oui, à ce niveau-là, c'est un échec. Mais il a aussi eu des aspects qui sont positifs. Mais de là à dire, mais non, c'est pas lui. En fait, tu vois, c'est comme quand on dit d'un entraîneur, il est pas bon, c'est pas lui qui joue, c'est les joueurs. Bah ok, d'accord. C'est incroyable. J'allais te parler de ça. Moi, pour moi, un bon coach, on dit, tu vois, Mourinho, Special One, c'est pas des joueurs qui ont gagné, c'est lui. À l'inverse, quand Unai Emery était au Paris Saint-Germain, quand Paris gagnait, on dit toujours oh, ça va, c'est grâce aux joueurs. Mais quand Paris perdait, oh, c'est de la faute d'Unai. Et ça, pour moi, c'est trop vrai avec Antero Henrique. Quand il y avait un truc positif qui était fait, on disait ah bah bravo le club. Et quand il y avait un truc négatif qu'on disait ah bah c'est encore Antero ça. Après, je vais juste profiter pour te demander quelque chose. Est-ce que tu penses avoir un endroit où on te verra mieux parce qu'on te repère sur le live? C'est quoi, écoute, on va mettre une petite minute de pause, les gars, et on revient dans une petite minute. Salut, on revient avec Nico en mode Homer Simpson, là, un petit peu jaune. J'ai pas mieux. On revient, les gars, et tout d'abord, ce que je vais en profiter pour vous dire, c'est que dès aujourd'hui, on est passé affilié sur Twitch. Donc vous pouvez vous abonner, les gars, c'est pour aider la chaîne si vous voulez. L'abonnement, il est juste à côté du follow. Puis voilà, c'est 4,99 € pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur Twitch. Et puis après, vous avez des avantages, des émotes, etc. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Et on va reprendre avec les questions du chat du coup, puisqu'on en a eu vraiment pas mal, les gars, et vous êtes très réactifs. Vous pouvez continuer d'envoyer. Donc je vais partir sur une question de Fiera75-020 qui dit « Est-ce vrai ?» Je pense que c'est pour Antero tout à l'heure. C'est vrai qu'à cause d'une sieste, il a raté la signature de Boateng. Je sais pas du tout. J'ai vu cette histoire, mais je sais pas. Je sais qu'Honest l'avait grave mauvaise à l'époque. Après, franchement, alors là, mon gars, je vais appeler demain 2-3 contacts que j'ai chez des fabricants de réveil et qui en parlent. Non, franchement, je sais pas du tout. Je sais même pas comment on peut vérifier un truc. Ou les fabricants d'alcool. Ouais, j'en sais rien. Je sais pas. Un grand merci à BP Graphics 49 qui est du coup notre premier abonné, les gars. Merci à toi. Un grand merci. Gros cœur là.
Là- T'es vraiment un pigeon, mon pote. Hein. Regardez-le comment il nous vend. Non, Ouais, merci beaucoup à toi, Ah, ça fait plaisir. Putain, les gars, je vous ramène même des abonnés, sans déconner. Tu t'en rends compte? Oh là là, quel crack. La célébrité, c'est dur. Hein. En plus, là, on t'a mis un peu de focus là avec de la lumière. T'as vu Et ou pas? tout, et là, t'es beau. C'est vrai Là. qu'on dirait Homer Simpson, sans déconner. Encore, t'as pas vu C'est le bidon. c'est ça que je te dis, Homer Simpson, là, t'es là. Tu verras le Eh, bidon, tu- mon pote, là. T'as pas une donut derrière ou non? Ah, je l'ai fait bien, putain. Putain, mais En t'as plus, une... attends. Ah, mais là, on tient un Comment- truc là. Je vais peut-être me faire virer, hein, mais derrière, j'aurai du boulot. Les... J'ai une petite question aussi que je trouve intéressante d'Andeva64, qu'on salue, qui est fidèle aussi au chat à chaque émission. Donc, une question, pourquoi en Ligue 1, des clubs n'arrivent pas à avoir des perles sud-américaines comme le font les clubs portugais? Les recruteurs français sont à la ramasse? Question, selon toi. Bah, disons qu'il y a un réseau qui est installé depuis plus longtemps au Portugal à ce niveau-là, c'est vrai. Après, il y a eu une plus grosse tendance sur le marché Sudam au Portugal que ces dernières années, parce que d'autres clubs y vont maintenant. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a sud-américains et sud-américains. C'est-à-dire que les Brésiliens vont au Portugal parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant des étrangers. Il y a un protocole, un statut entre les deux pays depuis quelques années. Donc, ce qui fait que ça explique pourquoi il y a autant de joueurs brésiliens au Portugal. Il y a la question de la langue, et il y a surtout un élément qui est très important également, et c'est pour ça que je disais que ça se faisait plus il y a quelques années que maintenant, c'était la tierce propriété. C'est-à-dire que quand la TPO était autorisée, beaucoup de clubs portugais n'achetaient les joueurs que par parcelle et les ramenaient au Portugal. Lucho, par exemple, pour prendre l'exemple de Lucho, que vous connaissez bien en France, le Porto n'a pas acheté 100% de ses droits tout de suite. Je me souviens que Pape Diouf, à l'époque, avait expliqué sur une émission de télé, c'était sur M6, je crois, il avait dit, nous, Lucho, on l'avait regardé quand il était à River, sauf que c'était trop cher pour Marseille. Et là, les mecs ont dit, ouais, mais Porto, ils ont eu les moyens. Et en fait, Diouf a dit oui, mais parce que Porto, en fait, ils n'ont pas acheté 100% des droits. Ils ont payé 7,5 millions d'euros, je crois que c'était ça à l'époque, mais ils ont pris que la moitié des droits. Et après, ils ont acheté le reste plus tard, en fait. Et ça, en France, c'était interdit. Donc, ça n'aide pas. Mais il y a un truc qui est vrai, effectivement. Alors, ça change avec Il y a peu, ça, non? la fin de la tierce propriété. Ouais, c'est 2015 ou 16, je crois. Ouais, Mais voilà, 1er mai 2015-2016. Mais oui, après, de scouting qui est beaucoup plus important, mais pour plein de raisons, hein, dans beaucoup de clubs portugais, pas tous, hein, au Portugal qu'en France, par exemple. Et c'est vrai, et moi, ça, je l'ai vécu. Moi, il y a déjà des dirigeants ou des scouts en France qui m'ont appelé pour me demander des conseils sur des joueurs en Liga portugaise. Je leur disais, tiens, regarde un tel et tout, il est pas mal. Ah ouais, mais bon, le mec, il a jamais joué en Ligue 1. Bah ouais, mais non, mais justement, sinon, il coûterait pas le prix qu'il va coûter. Demande des pépites, demande pas des pépites alors. Bah oui. Non, mais... Donc voilà. Après, ça change. Moi, tu vois, il y a un mec comme Julien Fournier à Nice qui est très très ouvert là-dessus. T'as un Diambian Comoli qui est à Toulouse, pareil, le mec il a travaillé dans tous les pays du monde, donc il sait ce que c'est. Il y a Lille maintenant avec Campos etc. Qui est à Monaco, qui a instauré d'autres habitudes. Même le PSG s'est internationalisé aussi à ce niveau-là. Tous les clubs s'y mettent. Hein. Franchement, ça change beaucoup ça maintenant. C'est plus vrai. Regardez, maintenant ils vont dans des pays, des marchés de l'Est, en Belgique ou quoi. Oui, en plus. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Une question qui va être intéressante pour notre ami Nando, et je veux que tu répondes avec toute franchise. Hein. Malcomito qui nous demande, Paulo Sousa peut-il réussir avec l'effectif actuel de Bordeaux? On va pas dire oui à Nando pour lui faire plaisir. Tu dis ce que tu penses. Ah, c'est à moi la question? Non. Oui, on c'est attend ta réponse. Ah non, je crois que c'était pour Nando, moi. Putain, moi j'étais à Non. C'était Nando, t'as dit pour... Non. Leandro, il a une question pour Nando. Je suis d'accord avec Nicolas. Ouais, merci, Mourad. une Voilà. question concernant Nando qui il allait est lui pas faire ouf, plaisir. Nicolas. C'est my bad. Mais à culpa. Ah, parce que moi j'attendais, je crois que Nando il faisait exprès de pas parler. Moi genre en j'attendais mode, Nando, c'est Nando de parler là. Non, mais qu'est-ce que t'en penses du coup, Nicolas? Moi déjà je me demande s'il va rester. Mais même si les choses sont compliquées, t'es avec un président qui veut pas de toi, t'es dans un projet qui est pas du tout ce qui était prévu à la base. Ton directeur sportif sportif qui vient de se barrer. En fait, moi, il y a des trucs que je trouve. Je sais pas, les mecs, ils ont le temps de redessiner des logos, ils ont de l'argent pour se payer une nouvelle identité visuelle, sans l'accord des supporters, bien sûr, parce qu'on s'en tape, ça ne sert à rien. Et par contre, ils n'ont pas le temps de trouver un nouveau coach, de se mettre d'accord avec celui qui est là pour qu'il continue ou qu'il reste ou pas, de trouver des joueurs. Enfin, je sais pas, je trouve ça complètement. En fait, c'est même pas que je trouve ça fou, je trouve ça triste, en fait, c'est inquiétant ce qui s'y passe. Après, te dire est-ce qu'il peut réussir ou pas, franchement, j'en sais rien, mais comment tu veux. Enfin, mets-toi même à la place des joueurs.
t'es face à un mec qui est devant toi, tu sais qu'il y a qu'il a 2 doigts de se barrer, qu'il va peut-être rester, c'est chaud, quoi. Enfin, je sais pas, c'est tendu. Ça va, Nando, t'es encore là? Tu tiens le coup, Nando? Ouais, ça va. Ouais, je pense qu'il est lucide, Nando, quand même. Nicolas, il est en train de t'enfoncer, Nicolas. Là. Non, il est lucide. Non, du tout. Tu vois, hélas, voilà, ce que tu dis, on en est conscient. C'est la réalité. Voilà, et comme on en parlait, moi j'ai fait un petit point lundi sur ça, justement, sur la situation. Ben, nous, on a compris en interne que Longuepé est missionné par King Street pour tout nettoyer, en gros, pour dégager tous ceux que GACP avait recrutés avant, et a priori que ça serait sa porte de sortie moyennant finance s'il fait ça bien. Donc en gros, je pense que pareil, ils vont virer tout le monde et Longuepé va se barrer. Et ils vont mettre. Non, mais ça va être je sais pas ce que ça va donner, mais bon, nous, à titre personnel, on est très content que Thiodé ait dégagé. Massia aussi, parce que ça représente pas. Je parle même pas de compétences d'agent, enfin de directeur sportif, mais ça représente GACP et tous ceux qui ont creusé. Donc voilà. Bon, après, pour les compétences de Sousa, moi, c'est un entraîneur, j'ai toujours dit, qui a d'énormes compétences, je pense. Il a du mal à s'adapter à l'effectif avec lequel il joue. Et c'est ce qui a pas marché à Bordeaux pendant longtemps. Il s'entêtait à vouloir faire un jeu qui partait de derrière, mais avec les joueurs qu'il n'y avait pas pour jouer dans ce jeu-là, quoi. Surtout. Mais après, même si tu veux, au-delà, je comprends ce que tu veux dire, mais je veux dire, même au-delà de ça, au quotidien, parce que ça, c'est des choses que nous, on ne vit pas, mais on a des échos, etc. Mais rends-toi compte, tes joueurs aujourd'hui à Bordeaux, tu sais que tu es dans un modèle où tu peux te faire vendre d'ici 6 mois, que tu sois bien ou pas bien au sein du club. Bon, ça, c'est une chose, tu trouveras ton compte très certainement, mais pas forcément d'ailleurs, à ce niveau-là. Peut-être que tu vas te retrouver en D2 anglaise et que ça t'emmerde, mais tu vas avoir un gros salaire. Bon, on peut pas tout avoir des fois, c'est comme ça, mais c'est surtout que tu es dans un club où tu as un président et un entraîneur qui parlent pas. C'est-à-dire que si tu as un président, il veut parler à son entraîneur, il lui envoie un mail. Ouais. Tu vois, il lui envoie un mail. Il lui dit, que j'y pense, c'est complètement dingue. Et les mecs, ils le savent, tout ça. Et ils se disent, mais on est où là? C'est quoi c'est terrible. Alors, au début, tu te dis, bon, on s'en fout, ça ne nous regarde pas. Mais forcément que ça joue dans les rapports que tu vas avoir avec les mecs et tout. Voilà, c'est triste, quoi. Et si Bordeaux se met, parce que moi je dis toujours dans le foot, s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est qu'en fin de compte, on aime bien nous relater ce qui se passe dans des clubs, chacun supporte son club et chacun a sa sensibilité, mais quand ça va mal, on pointe tout du doigt, mais en fin de compte, pour moi, il n'y a pas de polémique ou il n'y a pas de bonne période, il y a juste des victoires ou des défaites. L'avènement des réseaux sociaux et de la presse qui grossit souvent le trait pour vendre et pour faire du clic, je me rends compte que quand tu gagnes, tout va bien, ça s'emballe vite d'un côté, et quand tu perds, tout le monde perd sa légitimité, on va critiquer le coach, le président, le DS, les supporters, les trucs, ça va tellement vite, il suffit que demain à Bordeaux, là j'entends complètement ce que dit Nando, il est très très bien placé pour parler de Bordeaux, on ne sait pas où ça va, c'est un peu, ça part dans tous les sens. Non mais il y a vraiment là il y a de. Non mais il suffit que sur un accident. Je ne parle même pas du sportif, t'imagines? Je ne parle même pas du sportif. Je t'ai pas parlé une seule fois du sportif. Si ça gagne par accident 2-3 matchs, tu verras que tout ça sera oublié. Ah, on a eu une bonne période avec Sousa où on était 4e et tout ça, mais on savait tout ce qui se passait en interne avec tous les mecs qui s'en sont foutus plein les poches sur des transferts, les histoires de la coiffeuse. Non, mais tu vois, c'est un truc c'est ça qui nous fout la gerbe, pardonnez-moi l'expression, mais c'est tout. Ça part du logo, mais le logo, ça a été la cerise sur le gâteau, quoi. C'est ultra important pour des supporters, un logo. Mais voilà, mais c'est la cerise, Il y a tout le reste. Et je t'assure qu'on n'en est même plus à parler de. Si, on était content enfin, tu vois, on n'a jamais été en position de reléguer, mais on n'en est même plus là. On parle même pas de sportifs. Tu vois, on est vraiment sur de l'identité de club, sur des valeurs de club qui sont bafouées au jour le jour. Mais tu sais que moi, j'avais fait l'une des premières interviews que Sousa a faites quand il arrive à Bordeaux. J'étais allé, il était là depuis peut-être 15 jours. On avait fait une interview pour RMC à l'époque. Et moi, je me souviens que les premiers mots qu'il me sort quand il arrive,
Lui, il arrive, il me dit, je suis dans un club où il y a une histoire, une identité, une culture et des supporters. Et il parlait également de la ville, etc. Faut savoir que Sousa, c'est quand même un mec. Alors, il est passé au Portugal par le Sporting et le Benfica. Il a quand même gagné 2 Ligues des Champions avec 2 clubs différents. Et la Juve. Il est passé par la Fiorentina. Alors, il y en a que ça va faire marrer, mais il a fait le FC Bâle, qui est une institution en Suisse également. C'est un mec pour qui l'aspect institutionnel est profondément important. Pour qui la figure du président est quelque chose à respecter, qui doit être respectable, mais respectante aussi, entre guillemets. C'est-à-dire, il doit avoir une certaine posture ou quoi. Moi, je vous le dis, il hallucine sur ce qui se passe au niveau de ce club, mais à tout niveau, et pas forcément sur ce qui s'est passé cet été. Mais dès les premiers mois, il s'est rendu compte, il s'est dit, mais attends, là, qu'est-ce qu'ils font de JCP? Et après, mais ils veulent faire quoi, là, finalement, King Street? Mais attends, là, mais c'est quoi le projet, au final, là? Et en fait, tu te rends compte qu'au final, il avance, et puis il se rend compte que, bah non, c'est pas... Et moi, je pense que quand il arrive et qu'il parle d'identité, etc., ou quoi, il a d'autres propositions avant de venir à Bordeaux. Mais il se dit, voilà, la ville, le potentiel club, l'histoire du club, il y a une culture de la gagne parce que ce club a déjà gagné. Lui, il le pensait sincèrement quand il en parle. Après, voilà, la réalité, les choses se sont passées différemment. À voir ce que ça peut donner dans le futur. Je pense qu'on en aura des informations sur Bordeaux dans les semaines à venir et Nando se fera un plaisir de nous en parler. On a plusieurs questions qui nous demandent, bon, il y a Floigno et comment il s'appelle? Et Firas qui demande, du coup, ton contrat avec RMC touche à sa fin. Est-ce que tu as des propositions pour l'avenir? Non, mais moi, j'ai pas de contrat qui touche à sa fin, les mecs. Vous avez des infos, apparemment. Mais moi, je suis en CDI, les gars, donc je sais pas. En revanche, il y a beaucoup de fantasmes. Je sais pas pourquoi. Ouais, non, mais moi, je suis. Alors, vous savez que les un peu compliqué en ce moment chez nous, qu'il y a des négociations qui sont en cours et qu'il y a une volonté de voir une partie de la rédaction allégée pour des raisons stratégiques de la part de la direction. Mais moi, à la rentrée, vu que je continue et je vais commenter des matchs, je suis très content d'ailleurs. Mais il n'y a pas de... Mon avenir, pour l'instant, il se fait là. Après, le reste, vous dire ce qui se passera dans 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Mais je t'aurais dit la même chose il y a 1 an, de toute façon. Mais le Covid, c'était impossible à prévoir. Non, mais en plus, t'as ces conneries qui arrivent. Non, mais moi, je suis pas... Voilà, après, si vraiment vous voulez m'embaucher avec un salaire à 5 chiffres mensuels, m'envoyer un message. Par ici, il n'y a que du 6 chiffres. Je suis désolé, j'espère ne pas te décevoir, mais... Non, franchement, ça peut se faire. Mais... On te prendra 5 chiffres, mais sur en rouble, en fait. Si ça t'intéresse, on a peut-être un stage qui peut se dégager, quelque chose comme ça, non rémunéré. Hein. Mais... Ouais, comme on dit déjà, va être foudé en portugais. Hein. C'est très bien vu, très bonne réponse. Je vais en profiter, je vais remercier Firas qui, pareil, s'est abonné. Un grand merci à toi, deuxième. Merci Firas. Grand merci Firas. Pigeon numéro 2. Ah, tu vois. Non, mais tu vois, tu nous ramènes du monde, c'est fou ça. C'est trop fort, trop fort. Je vais justement poser une question de BP Graphics du coup, qui te demandait, pour toi, quels sont les clubs qui font un bon mercato en France? Je voudrais ton avis sur les achats et ventes du SCO Angers. Et aussi, qu'est-ce que tu penses du potentiel rachat de Caen et de la possibilité d'arrivée d'Olivier Piqueux? Je sais pas si je suis le mieux placé pour. Je sais pas si je suis le mieux placé. Alors en tout cas, j'ai trouvé ça hyper couillu de la part d'Angers de mettre autant d'oseille sur Bernardoni. J'étais sur le cul moi quand j'ai vu l'oseille qu'ils ont foutu sur un gardien. On est d'accord. Et ça veut pas dire que c'est pas bien. Hein. Non, mais ils nous l'ont volé et moi je le vis très mal. Ils viennent prendre tous les jours à Nîmes là. Ça après, Caen, écoute, moi Caen, j'ai trouvé ça très triste également ce qui s'est passé ces derniers mois là-bas. Moi, c'est un club que j'aime beaucoup pour des raisons personnelles, mais voilà, j'aime beaucoup ce club-là. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'identité visuelle et tout ça. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de ce club-là à ce niveau-là. Pour le coup, c'est une belle évolution. Mais après, Angers, c'est. Alors, tu vois, tout à l'heure, on parlait un peu de l'aspect concurrentiel, mercantile, etc. qu'il y a dans le football. En fait, ils sont dedans. Et ils ont le côté anachronique et, je vais pas dire archaïque, mais on va dire un peu traditionnel. Voilà, Stéphane Moulin est l'entraîneur, je crois, dans les grands championnats européens qui est en place depuis plus longtemps. Voilà, c'est une espèce d'illogie footballistique qui est en ce moment à ce niveau-là, tu vois. Donc en fait, c'est beau, les mecs, ils y arrivent, quoi. Leur modèle est pérenne, ils survivent. Alors, ils se maintiennent des fois ric-rac, mais ils y parviennent. Après, là, on est déjà dans un autre délire. Je trouvais ça intéressant, moi, tu vois, de vouloir des investisseurs locaux, parce que là aussi, c'est un club qui a une vraie... Ouais, c'est une histoire ils sont très, très, très ancrés. Alors, il y a la rivalité avec le Havre, etc. Il y a une vraie rivalité, il y a une vraie
plutôt une vraie identité locale également. Et c'est dommage que ça ait merdé, quoi. Mais après, te dire, l'arrivée d'Olivier Piqueux, je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il avait fait son taf à Angers. Je sais que ça s'est pas très bien fini, loin de là. Que ça parlait avec Marseille, mais qu'il n'y est pas allé finalement. Donc, peut-être ça a parlé avec Bordeaux aussi. Ah ouais? Là, actuellement. Là, en ce moment-là? Ouais, apparemment, il y avait. Mais ça serait pas Piqueux, ça serait pas Williams. Bon, il parle d'Alain Roche, hein, mais pour Bordeaux. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. J'ai vu ça. Et ça a parlé avec Piqueux, ouais, apparemment aussi. Mais après, peut-être qu'il a des très 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 bons contacts avec des logos aussi. Hein. Ça peut être bien, quoi. On va remercier Andeva64 qui, pareil, s'est abonné. Un grand merci. Je te laisse remercier, Nando. Merci. Et on va tu as gagné une soirée en tête-à-tête avec Antero Henrique. Tu vas t'amuser. Hein. On a prévu un budget alcool du coup assez conséquent. Mais qu'est-ce que c'est que ces ragots là? C'est cliché, là. C'est pas possible. Hein. Alors, je vais poser une question de Nani Nenuko94 qui demande Mourinho encore à la tête de la Seleção. Est-ce que pour toi c'est possible? Et est-ce que tu sais si André Villas-Boas regarde du côté de la Liga NOS, puisqu'il y a des bons coups à faire du côté de Famalicão, Braga et Guimarães? Il y en a même partout. Hein. Moi, il y avait des mecs même Portugal, même à mon petit. C'était pas mal. Hein. Même à mon petit Gil Vicente, là, il y a 2 petits joueurs là, le petit Kraev là, le Bulgare, il est trop fort. Et il retourne au Danemark de ce que j'ai compris. Ouais, à Nord-Irlande, ouais. Il était prêté. Mais merde, c'était quoi la première question? Attends, Mourinho à la Seleção. Oui, il l'a déjà dit, lui, qu'il voulait le faire, mais il avait dit qu'il voulait le faire en fin de carrière. Donc, lui, il estime être loin de la fin de carrière encore, donc ce ne sera pas pour tout de suite, a priori. Je suis persuadé, tu vas voir, hein, je me trompe sûrement, peut-être, mais je suis persuadé qu'il va essayer de faire l'Allemagne et la France avant. Ah, mais lui, il a toujours dit que le PSG voulait le faire notamment parce qu'il voulait rajouter ça, justement, ce que tu parlais, l'aspect on va rajouter un pays en plus. C'est ce qui manque en plus, hein, c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain, parce qu'on a beaucoup de coachs qui sont des promesses. On parle d'Unai Emery, on parle de Tuchel. Et moi, j'ai toujours dit que quand tu as des mecs comme Neymar ou Mbappé. Après, tu as eu Ancelotti, tu l'as dégagé à coup de pied au cul, hein, donc c'est dommage. Hein. Non, mais c'est clair. Non, mais quand tu as des joueurs qui sont plus puissants que ton coach, en termes de charisme, en termes de trucs, des fois, c'est plus délicat de faire passer des messages. Donc, je serais curieux de revoir le Paris Saint-Germain à horizon 2021-2022 avec un coach qui a du charisme, qui va savoir parler à ces joueurs-là. Parce que là, je suis désolé, mais Tuchel, un mec comme Tuchel ou Unai Emery, quand il dit, on l'a vu même d'ailleurs il y a 2 ans, quand Unai il a voulu peut-être changer de tactique, les joueurs ils sont venus le voir, ils ont dit écoute, t'es gentil avec ta tactique là, arrête de nous casser les couilles, on va vite revenir. C'est un truc que tu peux pas dire à Mourinho, c'est un truc que tu peux pas dire à Ancelotti. Je sais pas ce que t'en penses, mais au Paris Saint-Germain, on a beaucoup de joueurs qui sont très puissants. Et tu te dois d'avoir un coach en face qui. Mais regarde, au final, tu regardes, mis à part quelques exceptions, et encore, hein, Zidane, quand il se barre du Real, c'est déjà ce qui se dit aussi dans des échos qu'on a du vestiaire. Il y a des mecs qui commencent à en avoir, tu vois, un peu plein le cul du discours, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit l'entraîneur, je pense, et quel que soit le club dans lequel tu es, tu vas toujours te retrouver face à un mec qui va te dire d'aller te faire foutre. Voilà. Et après, c'est soit le groupe se range du côté du coach, soit ils vont se mettre du côté du joueur, mais surtout plus important, et c'est ça dont Mourinho a bénéficié, notamment à Porto, et ce qui n'avait pas été le cas, notamment au Benfica, c'est au début, c'est qu'il a un président qui le soutient. C'est-à-dire que tout part de là. Et le problème qu'on a souvent eu au PSG, il a été là. C'est-à-dire qu'on te parle d'institution ou quoi, mais l'institution, elle est incarnée par un homme qui est le président. Si quand il y a un problème dans le vestiaire, l'institution, elle n'est pas respectée, donc c'est-à-dire le président, il ne va pas derrière son coach en disant c'est lui la figure de l'autorité dans le vestiaire. En fait, non, ça ne peut pas fonctionner, quoi. On va voir ce que ça donne aussi. Si Tourelle reste dans les années à venir, aussi un gros coach vient. Question de Papy Gomis qui dit question un petit peu plus généraliste finalement. Est-ce que pour toi, rentrer dans le monde du football pro, c'est plus une question d'opportunité que de compétences? J'en ai l'impression. Non, il y a forcément un moment où alors. Mais moi, je pense que c'est l'histoire de n'importe quel secteur d'activité. Moi, je parle de celui dans lequel j'évolue. Ça se passe aussi comme ça. Hein. Il y a le relationnel, le copinage, le corporatisme, vous appelez ça comme vous voulez, ça œuvre. C'est-à-dire quand tu connais du monde, quand tu as été copain avec le bon mec, quand tu as fait le bisou à qui il fallait au bon moment, ça aide. Mais il y a forcément un moment où, si tu veux, si t'es pas bon, ça finit par se voir. Donc, bien sûr que avoir un réseau, ça aide. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Entre un mec qui en a et inversement, tu peux être hyper talentueux.
Si t'as pas du tout de réseau, bah mon pote, bon courage, accroche-toi, hein, mais ça va être compliqué. Tu parlais de Villas-Boas, qui avait l'autre qui était dans son immeuble et bam, c'est parti comme ça. Ouais, mais c'est parti comme ça, mais en fait, c'est pas parce que t'as un mec qui te propulse sélectionneur des îles Vierges britanniques et entraîneur des moins de 15 du FC Porto que tu deviens entraîneur de l'équipe première du FC Porto quelques années après. C'est-à-dire que lui, entre-temps, il est même pas adjoint de Mourinho, hein. Il est superviseur des matchs, hein, André Villas-Boas. Il supervise des matchs, il rentre dans le staff un peu plus rapproché, et après, il commence à gravir les échelons et il part à l'Académica, alors qu'il est dans le staff de Mourinho, qui est relégable. Il finit première partie de tableau. Et là, il doit signer au Sporting, machin, il va à Porto. Enfin, c'est des questions d'opportunité, oui, effectivement aussi. Je vais te poser une question qui est personnelle. Du coup, les gars, si vous voulez continuer de poser des questions dans le chat, on essaiera de les poser en fin d'émission, puisqu'on arrive au terme aussi. Mais du coup, je vais poser ma petite question personnelle, puisque elle parle du championnat portugais. Eh oui, je suis marié. Alors, On va je la presser. ferme, pote. Allez, salut. Ah, mais quelle est ta vision? Je te vois tourner autour du pot depuis tout à l'heure. Laisse tomber. Non, mais quelle est ta vision du football portugais sur les dernières années? Puisque on a été pas mal sur le plan européen. Malheureusement, depuis 2 ans, 2-3 ans, on est un peu plus à la traîne. Est-ce que tu penses que le football portugais peut gravir et devenir un Big Five? Pour moi, le football portugais est ta synthèse, on va dire. En fait, c'est trop compliqué parce que c'est trop complexe et c'est trop pluriel, trop diversifié. Pour moi, ça dépend de quoi on parle, au fait. 80, moi, j'avais fait ce calcul-là. Sur les 10 dernières années, je crois que 80% des points au ranking UEFA qui ont été apportés par les clubs guèches l'ont été par les 3 gros, si tu veux. Et je crois que tu peux rajouter, parce que Braga, on n'a pas apporté tant que ça, finalement. Donc, c'est-à-dire que depuis tout, je vous rappelle qu'au Portugal, il n'y a que 5 clubs qui ont été sacrés champions dans l'histoire du championnat. Donc les 3 gros, Porto, Benfica, Sporting. Une fois le Belenenses dans les années 40 et le Boavista en 2001. Sinon, c'est toujours les mêmes. En Coupe d'Europe, c'est toujours les mêmes. Alors oui, ils ont gagné des titres européens, chose que ne s'est pas forcément produit dans d'autres pays. Et ce qui est très inquiétant, moi je trouve, c'est qu'au Portugal, je vous parlais des dérives, du clubisme, de tout ce que ça entraîne au niveau judiciaire, politique, au niveau des magouilles, etc. C'est que regardez ce qui se passe au niveau de la Ligue des Champions. Regardez ce qui se passe au niveau des championnats nationaux dans les principales ligues européennes. C'est les mêmes tout le temps maintenant. Vous avez 3 clubs, c'est tout le temps les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pluralité, la puissance économique prend le dessus sur tout le reste. Et moi, je trouve que c'est dommage et inquiétant. Méchant business. Ah. Méchant foot business. Ouais, on t'entend. Ah, tu nous entends, toi? Tu nous entends? Vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend. Toi, tu nous bien. entends? Ah, je sais pas si lui, il nous entend. Merde. Oh, les mecs. Il a perdu le t-shirt, carrément. Ah non, mais là... Homer Simpson is back. Gars, je vais vous raconter ma life. Donc, j'avais plus de batterie. Comme il y a les enfants qui dorment dans la maison, au fait, j'ai dû ramener une rallonge, regarde. Et comme il fait 40 degrés là, dans votre sud de merde, je suis comme un ouf sans t-shirt. Tu nous fais et du coup, j'ai les plaisir, écouteurs, merci. mais j'arrive pas à les brancher. Ah merde! Mais tu nous entends? Ouais, mais bon, du coup, les écouteurs, ils me servent à rien, quoi, en fait. Bon, nous, on t'entend très bien. Attends, je vais faire un truc. Vas-y. Ça te sert à rien, attends, c'est comme King Street avec Bordeaux. Oula! Attends, là, il a coupé la cam, il y a un truc louche. Attends, j'arrive. Il est encore en train de se dénuder, là. Attends. Là, c'est l'heure. Là, on va gagner du follow, là. Nico, il est 22h30, Nico, là. On va se faire ban sur Twitch, là. Est-ce qu'il a la même barbe sur le torse ou pas? Ah, ça y est, c'est bon. Attends. Voilà. Yes. Il se bat sur le breton. Magnifique. Attends, je vais remettre ça. Attends, je vais mettre dans mon t-shirt quand même. Attends, tournez-vous. Ah bah oui. Non, mais on rigolait, mais... On se tourne, les gars, Attends, je le remets quand même. Oh, on est resté, on a beaucoup parlé. Saitama en invité. Tu sais, Nando, tout à l'heure, quand tu parlais de faire le ménage avec à Bordeaux, ouais. J'étais à 2 doigts de la placer, celle-ci. Laquelle? Ouais, mais attends, non, tu peux pas. T'as dit vous faire le ménage à Bordeaux, j'allais te la sortir, je veux dire, si vous avez un ménage à faire. Eh les gars, j'en profite pour ceux qui disent Saitama. Bon, on le fait pas souvent, mais du coup, j'en profite pour dire, vous voyez pas, mais Saitama, c'est Lilian, c'est notre régie, donc on lui fait un gros big up aussi. Vous le voyez pas, vous l'entendez pas, mais il est avec nous à chaque live et c'est lui qui gère, donc faites des merci à Lilian dans le chat, les gars.
Et on va continuer, on va continuer. Mais du coup, ce que je te demandais sur le foot portugais, bon, tu nous as du coup globalement répondu, ton point de vue. Donc Oui. là, on va passer à un questionnaire assez rapide où je veux que tu me répondes de manière directe. Il n'y a pas de réflexion. Je veux que ce soit le premier truc qui t'arrive, pam. Et en français, pas en portugais, s'il te plaît. En Ok. plus. Non, Ed, parce que tu sais pas, pendant que tu n'étais pas là, ils m'ont reproché de te parler en portugais. C'est bon, là. Jamais, il déforme les propos. Non, mais de Ah, Ouais, mais c'est bon, tu vois. toute On les façon, on voit. dérange. On les Depuis voit. 2016, on dérange. 109e minute. Bref. Oh, bah, attends, commençons par ça. Ton plus beau moment dans le football, ton plus beau moment dans le football, c'est quoi? Oh la vache. Je te jure, je sais même pas quoi dire. Dis pas la remontada. Ah si. Je pense que c'est le Voilà. premier, c'est le premier match que je suis allé voir avec, enfin un gamin quoi, avec mon père et mon oncle. Voilà. Non. T'as un souvenir de ce match? Ouais, c'était France-Portugal en 95 ou 14, je sais plus, le 15 je crois, au Parc Incroyable. des Princes en plein hiver. Maillot olympique du Portugal, il y avait Neno dans les buts. Je me souviens, Djorkaeff avait marqué, je crois, pour la France. Je crois qu'il y a eu 2-1 ou je sais plus pour la France à l'époque, mais ça m'a vraiment beaucoup marqué. Alors, je crois que c'était en mois de novembre. Le chat, il va aller Euh, vérifier tes propos là. non, c'était vraiment. J'ai encore le ticket. Je l'avais posté d'ailleurs une fois sur Insta, je crois. Le ticket du match, je l'avais gardé et tout. Ouais, c'est un vrai bon souvenir. Incroyable. Le footballeur qui t'a le plus impressionné? Bon, impressionné, je sais pas si c'est le mot, mais bah, après impressionné, enfin plus aimé ou impressionné vraiment. Celui qui t'a le plus impressionné. Si tu veux, tu peux faire celui qui t'a le plus impressionné et celui que t'as le plus aimé. Bah, après, moi, mon préféré, c'était Rui Barros pour plein de raisons. Et il y avait peu de joueurs portugais à l'époque qui jouaient en France. Et je trouvais qu'il était. En plus, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un mec extraordinaire. Vraiment. Il est d'une gentillesse. C'est même trop. Lui, il avait joué à la Juve aussi, non? Ouais, exactement. Il a fait Il a fait la Juve Juve avant et Monaco. Ouais. Ouais, Monaco, Marseille, vite fait. L'année C'est où les sélections rétrogradées. aussi grand que, même plus petit que Chalana, puis Chalana n'était pas grand, mais Rui Barros, c'était. 1m60, Rui Barros. Ouais, Mais voilà, je crois que Chalana, c'est en 61, tu vois. ouais il est pas très grand non plus. Et après, le plus impressionné, après, moi, il y a Zidane, tu vois, ma génération, ça marque. Moi, Figo, je trouvais que c'était un joueur merveilleux. Et puis, alors, j'étais vraiment très petit, mais les cassettes et tout, mais enfin, moi, Maradona, je trouve que c'est une dinguerie absolue, ce mec. En termes de foot. Maradona, Putain, c'est the best one, c'est le meilleur. Pour moi, il je était suis pas d'accord. volé. Moi Moi aussi, je suis d'accord là-dessus. Ah ouais. Moi, pour moi, Maradona, moi, je suis très fasciné par le personnage et tout, en plus. Moi, Un peu triste, d'ailleurs, maintenant. Mais... Ah ouais, mais le joueur, c'est quelque chose. C'est clair. Il n'est pas politiquement correct, il pense, même si ça ne plaît pas. Et puis, Pelé, il est resté au Brésil, là où ça se terminait à 18 les matchs, 10-5. Alors, mais Maradona, il est parti à son époque, dans le championnat le plus difficile pour un attaquant, pour un joueur offensif, on se comprend, le Catenaccio. Et là, il a posé ses couilles. Il est parti dans le pire championnat pour quelqu'un qui voulait marquer. Et il l'a fait. Mais c'est lui qui fait gagner Naples, c'est lui qui fait gagner l'Argentine en 86, c'est lui qui amène en 90 en finale. Ils avaient une équipe de merde, enfin de merde, je m'entends. Mais bravo pour eux, quoi. Merci. Non, mais c'était le gars qui t'amène son équipe et puis il était fantastique. Allez, va dans notre question, Leandro. Ta plus belle rencontre dans ton métier? Ouais, je vais pas faire de la démagogie, mais c'est surtout des mecs, moi, que je peux. Après, c'est très con, mais je vais pas te citer un joueur ou un entraîneur. C'est pas des mecs avec qui je travaille. Donc forcément, c'est des gens avec qui je suis. Mais il y en a eu plein. Hein. Franchement, il y en a trop. Je peux pas citer un mec. Mais je sais pas là. Je te dirais aujourd'hui, moi, je kiffe bosser avec un mec qui s'appelle Rémi Dumont. C'est des mecs que vous connaissez pas. Hein. D'autres aussi, d'ailleurs. Il y en a un que j'ai trouvé qui pour moi a été complètement sous-coté et qui va partir chez Téléfoot là, mais un Julien Momon. Vous savez, le tacticien sur RMC. Pour moi, c'est un mec, il a tellement de qualité, ce mec, il est super, enfin, c'est un super gars, mais il y a Florent aussi avec qui j'ai fait de la presse, il y a tellement de mecs tu vois, que j'ai kiffé rencontrer ces dernières années, que, voilà. Il y en a aussi beaucoup avec qui j'ai pas kiffé bosser. Hein, mais est-ce qu'il y en a un à qui tu dois beaucoup? Enfin, devoir, je parle pas de. Mais vraiment, oui. Ouais. Il y en a un, c'est mon papa dans ce métier, c'est Jean-Yves Dermain, qui était mon head chef à ma chaîne sport et qui a eu les couilles de me faire des commentaires alors que j'avais une expérience surtout en radio, qui a eu les couilles de me filer, de me filer une émission à l'antenne alors que je n'en avais jamais faite, et surtout alors que je parlais déjà comme je parle maintenant. Donc c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, tutoyer à la télé, même pendant les commentaires et tout, les mecs, surtout lui, très vieille école, Europe 1, tout ça, il était un peu en mode ouais, non, ça fait chier, bah ouais, bah non, mais tu m'as pris donc on va faire comme ça. Et finalement, c'est un monsieur qui est à la retraite aujourd'hui maintenant.
monsieur, il sait que je parle comme ça, il va me défoncer. Non, moi, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, Jean-Yves. Ouais. Putain, je vais vous faire chialer, les mecs, attention. Ah, mais là, tu sais que là, l'alarme qui coule. Hein. Ouais. Le plus beau stade que tu aies fait? Attention à ta réponse. Ah, je Pas pense que construit. c'est Mourad, je pense que c'est le Vélodrome, mais bon, non, le plus beau stade que j'ai fait. Celui qui t'a le plus marqué. Mais tu sais que j'ai pas fait tant de stades que ça, moi, finalement, parce que j'ai fait beaucoup de plateaux. Moi, tu sais, j'ai fait des stades de national, moi, surtout. Donc, non, si, Ah, j'ai t'as fait fait des beaux Vélodrome. stades, quand même. Non, j'ai fait des beaux stades aussi, quand même. Je Mais m'attendais à une vanne sur Nîmes Olympique, mais c'est bon, non, elle il est y a, passée. il y a un stade, ouais, les Costières, j'ai fait, mais il y a un stade que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le stade du Boavista, le stade du Bessa. Ah, il Stade est à super, l'anglaise, à Porto. super sympa, ouais. Avec Moi, la panthère j'adore. devant, là, Ouais, incroyable. Hein. exactement. En pleine Incroyable. ville et tout, dans le quartier. Moi, j'adore ce stade, vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup le stade. J'ai fait une visite privée du stade. Je t'en parlerai en off. Ah, bah, Le plus beau excuse-nous. match que tu Apparemment, as ça vu. s'est bien passé, ton truc. Ouais, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Et lui, c'était la panthère et tout, mais il n'y avait pas le stade. En fait. Exactement. Apparemment, la panthère, tu l'as vu, toi, mon pote. Ah, c'est ça. C'est ça. Il y avait, Il y il y avait avait un Pascal Enrique Duprat pas aussi. loin. Non, mais c'est qu'au Portugal, il y a toujours une porte ouverte dans les stades et il y a toujours des visites qui sont possibles de manière inopinée et inattendue. Il y a toujours une porte ouverte et une maison close, ouais, c'est vrai. Ça, c'est encore autre chose. Et encore autre chose. Le plus beau match que tu aies vu? Ah, putain, c'est dur, ça, comme question aussi. Mm. Bah, Pas forcément au stade. Après, moi, en termes d'émotion, celui de la finale de 2016, c'était un truc. Mec, c'est dingue, quoi. Ça fait. Moi, depuis que je suis né, j'ai tout le temps vu le Portugal se faire taper par la France dans des conditions souvent, tu vois, très dramatiques au niveau émotionnel. Et là, putain, avec Eder, qui en plus, moi, c'est mon mec, quoi, tu vois. C'est lui qui me faisait rentrer à Marc aussi. Le mec, il rentre en finale, il marque. Et t'es là, toi, tu vis le truc. Bon, ça m'a valu beaucoup d'insultes dans la foulée. Ouais, Quelques menaces également. Mais, Tu sais ce que ça veut dire? Tiens, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Eder en basque? Non. C'est pas une connerie. Ça veut dire beau. Ah. Beau. Beau. Eder, Ah ouais. Edera, ça veut dire beau. Donc voilà, c'est beau ce que vous dites. Et finalement, c'est peut-être un beau joueur. Normalement, on doit finir le live sur cette parole. Normalement. Normalement. Non, on est presque à la On va fin. continuer. Je vais en profiter pour poser 2 mini-questions du chat. Ramsey30 qui demande Nico, la question obligatoire, Messi ou Ronaldo? Ça dépend de quoi on parle. Ah. Moi, j'aime bien. Oh. Moi, j'aime beaucoup la personnalité d'un Cristiano Ronaldo. Je sais qu'il y a des mecs qui vont dire ouais, machin. Non, moi, je trouve que c'est un mec il est fascinant sur plein d'aspects. Je dis pas que je kiffe tout ce qu'il fait. Au contraire, je trouve qu'il y a des trucs qui méritent étude. Tu vois, plein de choses. Des espèces d'obsessions qu'il peut avoir ou quoi. Après, en termes de jeu, tu vois, de style et tout, tout à l'heure, on parlait de Maradona, mais si, il y a des actions, tu te dis, c'est Diego. Des fois, tu te dis, tu vas balle au pied, tu te dis, putain, c'est un truc de ouf. Et puis après, il y a le côté, tout à l'heure, on parlait un peu du côté audacieux, couillu et tout. Moi, je trouve que Ronaldo, quand même, il a ce truc. Sacré père, hein. Ouais, franchement, tu vas à United, ça se passe bien, tu te casses, tu vas au Real, t'as une pression de ouf, t'es le plus gros truc, machin. Et puis là encore, ok, hein, tu pleures dans les médias, tu fais tes petits coups de pression, le président il te lâche, et tu dis je vais à la Juve, où c'est un football qui est totalement différent, et là encore, il explose le mec. Ça a marché quand même pendant plusieurs années, ces coups de pression, parce que tous les ans, il disait au mois de février, je me sens mal. Février, au mois de mai, il avait une rallonge. Ah, je me sens bien. Ah, ça va mieux. Les gars, encore un impondérable du direct, il y a mon beau-frère et ma belle-sœur qui arrivent, il faut que j'ouvre le portail. Vas-y, je t'en prie. J'arrive. C'est quoi Nando, il me regarde, il dit, mais il est sérieux? Non, mais je vous jure, le mec, tu veux vivre ma vie, tu vas vivre ma vie jusqu'au bout, tu m'attends. Ah, les aléas du direct. Ah, je crois qu'on va passer à plaque. Nickel, tout va bien. Et ouais, les gars, il me manquait un hashtag, j'ai bien capté quand j'ai dit c'est là une grosse perle. Bref. On va finir avec une dernière question et après je vais demander l'anecdote. Bien sûr. Ah. En tout cas, les gars, incroyable une fois de plus. Hein. Merci à tout le chat. Hein. Bon, vous regardez pas, il y a ma belle-sœur qui arrive, ok? Pas de soucis. Non, je vous défonce la gueule. Il y a son mec qui va passer et tout. Fermez tous les yeux chez vous, s'il vous plaît. Parce qu'on est en direct. Ouais. Toi, devant 300 000 spectateurs.
Je crois que ma belle-sœur a bu, les mecs. À ce temps-là, on a le droit de le dire. Je te jure que c'est bon, je suis en train de faire un live et tout. Là. Non, mais c'est un live genre des gens sur Internet. Hein. Ah ouais. Bah non, mais viens, tu veux que je vous présente ma belle-sœur ou pas? Tu veux qu'on fasse Bah viens. Exceptionnel. C'est ma belle-sœur. Elle est jolie ou pas? Eh, ouais, bravo, bonjour. Bravo, Bonsoir, ouais, bonsoir. tu restes tranquille, toi. Oh. Je me demande si tu voulais inverser. Ah oui, je vais devoir le faire. Ouais. Oui. Oui, mais attends, parce que là, du coup, il faut que je finisse mon truc. Mais... vous me pourrissez la vie sans déconner. Non, on va Non, finir, on va tout finir. gérer, on va tout gérer. Je vais juste il te hallucine. demander une anecdote. Ton anecdote, l'anecdote qui t'a le plus marqué dans ta carrière. Franchement, je me souviens une fois, j'ai fait un truc de ouf. J'avais un live un soir à faire sur Internet et ma batterie a planté. Et après, j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont arrivés en bagnole et j'ai dû couper pour leur ouvrir le portail en direct. Putain. Et moi, j'ai vraiment eu en live sur Insta un gars un joueur de foot pro qui avait complètement zappé, qu'il avait son cuistot qui arrivait et pendant qu'il parlait avec moi, il lui déchargeait les courses. Et il l'a bouffé comme ça, je te jure, j'ai halluciné. Tu vois, t'as pas des merguez à aller faire ou un truc comme ça là, c'est bon. Attends, parce qu'il y a mon beau-frère du coup qui veut se venger, donc vous allez voir sa gueule. Bah, c'est bien, venez, bien, Laurent. Mais bienvenue Voilà, sur live welcome, aussi. Hein. welcome. Voilà, Laurent, mon Welcome. beauf, les mecs. Bonjour. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Je sais pas. Qui sera alors tu peux lui demander, Nicolas, tu peux lui demander qui va gagner la Ligue des Champions C'est cette qui va année. gagner la Ligue des Champions, il te demande. C'est vrai Non, qu'il on est va pas lui du tout demander. foot. Hein, Venez, moi, venez. Non, mais viens, il te Non, il demande, suit viens. pas le Bah foot. tiens, je te file un écouteur. Mais c'est justement ça qui est drôle. C'est souvent les mecs qui connaissent rien qui trouvent bon. Alors nous, on se plante tout le temps de toute façon. Voilà, je vous présente Laurent. Bonsoir, Voilà. Bonjour, Laurent. Petite Voilà, question. Leandro, Morad, Leandro. Voilà. Donc tu vas-y, Alors, c'était quoi la question, qui Morad? selon vous va gagner la Ligue des Champions cette année au Portugal? Qu'il est con. Ah oui, parce que ça se passe au Portugal. Ouais. Aucune idée. Alors il reste le PSG, il reste. Faut dire vas-y, tout PSG, sauf ça le fait PSG. plaisir à Morad. Non. Ça va lui faire plaisir. Bah, je sais pas, t'as le Bayern qui est bien parti, sinon t'as l'Atalanta aussi. T'as l'Atalanta, qui joue pas mal tiens. en ce moment. J'allais en Ouais, parler. l'Atalanta, parce qu'il joue contre le PSG, comme ça fera chez Morad. Non, le PSG, C'est- j'aime pas le PSG. Et bah dis l'Atalanta, Aïe, comme ça aïe, fera aïe. chez Morad. C'est lui qui tout à l'heure était en train de reluquer Jess. Ouais. Non, jamais je me serais permis, jamais. Ah, je suis mort. Jamais je me serais permis, bah oui. Et lui, il s'en fout, il dit l'Atalanta quand même, il s'en bat les couilles. Ça me va. Non, t'es bon. Non, mais bah, écoute, pour finir l'interview. Elle est sympa la boucle d'oreille du beau-frère là à droite. T'as dit quoi? Elle est sympa la boucle d'oreille là, non là. Des Non, mais non, c'est avec la parabole. C'est comme ça. Ah d'accord, ouais, c'est vrai, en plus, il a raison. On dirait Mickey, putain. Et Nicolas, pour finir, je pense que là, on est. Ouais, parce que là, vous Ouais, commencez c'est à me casser les parti, couilles. Ah, ça parce que commence. j'aille dormir, hein. Je vais te demander 3 personnes que tu nous conseillerais à inviter à S-Foot. Si tu devais nous conseiller 3 personnes. Je pense que Donald Trump. Non, des vraies personnes. Non. personnes. Ça nous intéresse pas. Personne, Donald Trump, il est sérieux lui ou quoi? Non, Oui, mais il c'est a pas compliqué, assez de c'est compliqué à followers, l'avoir. Donald Trump. Ok. Il a un calendrier un peu chargé. Après, tu veux quoi, des joueurs ou tu t'en tapes ou, Joueur, peu importe. si. ou Alors, il y en a un, les gars. Non, journaliste, attends. comme tu veux. Jean-Marc Furlan. D'accord. Ouais. Vous allez vous régaler avec lui. Non, mais lui, Ouais, moi, On j'adore Jean-Marc. nous en a déjà parlé. Ah bah, Jean-Marc, faites-le. Je vous filerai le J'aurais numéro été si vous voulez. curieux de le voir avec Vas-y. un gros club. Bah, on est beaucoup dans ce cas-là. Mais moi, j'adore Jean-Marc. Jean-Michel Aulas, parce que, voilà, tu vois. Mhm. Parce que Jean-Michel, quoi. Et, Ah ouais. et parce que. Et ensuite, après, un troisième mec, je sais pas. Vous avez fait Molina déjà ou pas? Non, on l'a pas Il fait. est sur ces trucs d'Haïti là. C'est compliqué, mais. Ouais, il doit venir, mais bon. Bah, Bon, bah, faites-le. une exclue de plus, hein, il doit Et venir. bah, regarde, on vous le dit. tout à l'heure, je vous en parlais. Faites Julien Moumon. Ah bah voilà. Bah, Allez. nickel. Non mais on est bon. Les gars, c'était un live qui voilà, un live Qui est à la parti en S-Foot. live. Ça nous a vraiment fait plaisir. Une fois Nico. de plus, Nico. bah, les gars, Nico, c'est Nico. incroyable. Nico, c'est génial. En plus, tu vois, tu fais des lives avec ton agent de sécurité à côté et tout, c'est top. Putain, sinon, ça va bien, hein, chez BFM et tout, putain. Mais vous pouvez pas sortir, Ouais. vous pouvez rien faire. Franchement, en ce moment, ça se passe bien. C'est serein, comme tu vois. On est bien. On peut aller partir en vacances peinard et tout. Non mais, Non, mais merci- on merci voulait beaucoup te pour- remercier, ouais. Non, merci à vous, les beaucoup mecs. pour ta C'est sympa. en tout cas. participation. Franchement, c'était cool. En plus, on a débordé et t'as été Ah, cool tout. du début jusqu'à la fin. Donc encore une fois. Non, mais frérot, là, t'as pas débordé, t'as vomi, là. C'est, Non mais Là, je peux prendre la route et rentrer à c'était Paris, un c'est bon, plaisir, merci, les mecs. vraiment.
Vraiment, Nico, un grand merci à toi. Je vais te laisser Non, le mot merci de à la vous. fin. Et je vous dis un gros merde pour la suite. Et ça m'a Merci, fait hein. vraiment. Non, franchement, ça m'a fait plaisir. C'est gentil, les mecs. On- Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, bah écoutez, surtout, vous n'hésitez pas, vous vous démerdez. Voilà, vous faites comme tout le monde. Non, vous hésitez C'est pas. pour César, non, mon gars. Si Ouais, t'as ouais, c'est ça. Exactement. si t'as un peu trop de bouquins en rab, on en fait gagner un, on fait un petit concours. Tu Non, nous as... bah si vous, mais alors faites-le, vas-y, il n'y a pas de problème. Ouais. Vas-y, je Ouais. vous l'envoie et tout, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Ben, c'est super. On fait ça. Bah, Bien Nico, sûr. un énorme merci. Un vous énorme embrasse, merci les à mecs. tous d'être restés Merci à tout le 2 monde. heures de plus. Et puis, bah voilà, un grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. T'es comme à la C'est gentil, maison. les gars. Et à puis, tous les bah, gens qui pensent au bouquin de Nico, parce Bien que sûr, Ouais. en promotion jusqu'à demain, les gars. et Nico, en plus, tu vois, je vais dire, mais je dis ce que je pense toujours. En plus d'être un mec, comme vous voyez, très cool, c'est surtout un gars qui écrit très bien. Et donc, je vous encourage personnellement à aller acheter son bouquin. En même temps, de la part d'un mec qui fait une faute d'orthographe à chaque tweet, je sais pas comment je dois le prendre. Hein. Il est Ah sympa, non, il est c'est sérieux, pas lui. moi ça, c'est pas moi ça. On te fait de gros bisous. Profite Merci, de ta les fin de gars, bisous. vacances. Et puis, merci à tous, les gars. On se retrouve dès lundi. Bah, mes fins de vacances, vous venez de me les niquer, hein, mais bon, c'est bon, quoi. C'est ce que je te dis. Bon retour demain à la normale. T'as vu le branchement que j'ai fait là ou pas au niveau Ouais, de l'électricité? carrément. Parce qu'il est très bricoleur, Laurent. Autant le foot, il s'en bat, il s'en tape complet, mais c'est sympa, j'ai pris ta rallonge et tout. Là. Ouais, Ah, il est exactement. fort, il est fort. Hein. Non, Bon, grand bonne merci, soirée, les mecs. Nico. À Merci. très bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. À bientôt, Ciao, les gars. merci. Merci, Merci. Nico. Bye.